Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous live FPI. Et je suis ravi pour la première fois que nous puissions vous présenter les services de la Fédération conjointement avec Bérengère. Ravi. Donc effectivement, on va essayer de vous donner un aperçu de l'ensemble des services proposés par la Fédération et ses partenaires. Une partie d'entre eux, parce qu'on pourra aussi évoquer d'autres propositions. Mais en tous les cas, c'est vraiment un plaisir, Bérengère, qu'on puisse le faire et montrer l'intégration entre les travaux juridiques, fiscaux, techniques, et comment l'ensemble de ces services s'alignent, se rejoignent au bénéfice de vos activités dans la promotion immobilière. Et vous accompagner avec toute la réglementation qui s'impose à votre activité. Voilà, donc dont on sait qu'elle est assez simple. Voilà. Donc on est bien entouré ce matin avec nos partenaires qui vous proposent des outils justement pour mettre en œuvre notamment toutes ces obligations. Et donc on va laisser les intervenants se présenter. Donc on va peut-être faire dans l'ordre de présentation ce matin. Donc Monsieur Perron. Bonjour, je m'appelle Olivier Perron. Je suis ambassadeur de la société Modelo. Modelo, nous sommes un éditeur de logiciels de rédaction d'actes et nous travaillons en collaboration bien entendu avec Bérengère qui nous fournit toute la matière. Nous, on vous la retraduit de manière à ce que vous ayez la facilité de rédaction et bien entendu toutes les options que je vais vous montrer tout à l'heure. Merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Jérémy, directeur France chez One Click LCA Group. Et donc j'aurai le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre plateforme logicielle qui permet de décarboner la construction et qui adresse des outils facilitants pour les promoteurs. Avec mon collègue Anis, il va se présenter. Bonjour à tous, donc Anis Saki, consultant chez Builders. Donc nous on accompagne les promoteurs immobiliers sur les sujets liés au développement foncier via un logiciel basé sur une IA générative. Le but c'est de pouvoir baliser tous les contours d'une opération et comprendre également quel est l'intérêt de la faisabilité et ce qu'on peut en tirer. Donc c'est tirer la valeur métier in fine. Excellent. Et bonjour, Bertrand Leclerc pour l'association Qualitel. Association Qualitel qui fête ses 50 ans cette année, au service de la qualité du logement depuis donc 50 ans et que vous connaissez pour beaucoup au travers de la certification NF Habitat notamment. Et Anne Laruelle, dont Bertrand présentera aujourd'hui une proposition qui est le carnet d'information du logement que nous avons développé conjointement pour vous proposer un service qui s'appelle le livret d'accueil, que vous aviez peut-être connu sous forme papier il y a 5-6 ans et qui depuis 3 ans maintenant est disponible sous format numérique. Et donc l'objectif c'est aussi de vous montrer ce livret d'accueil qui permet d'intégrer plus que les informations réglementaires, mais aussi les documents de maintenance, etc. Et pardon, notre dernière intervenante. Voilà, donc Anne Laruelle, présidente de Medimo Conso, qui nous rejoindra tout à l'heure pour vous présenter l'ensemble des services de la Fédération. Alors tous les outils dont ils vont vous être présentés plus en détail tout à l'heure sont accessibles depuis le site. Donc on voulait vous faire aussi un petit récap de tout ce qui est disponible sur le site internet. Donc on vous rappelle l'adresse www.fpifrance.fr. Donc ce site internet, vous pouvez y accéder et vous pouvez y retrouver toute l'équipe de la fédération avec nos coordonnées sur l'espace grand public. Vous avez aussi tout ce qui a trait à l'observatoire, donc tous les chiffres de notre observatoire et notamment les dossiers de presse. Vous avez aussi dans l'onglet promotion immobilière toutes les informations relatives à la partie convention collective, puisque je vous rappelle que la fédération gère la convention collective de la promotion immobilière. Donc dans la partie branche, vous pouvez retrouver la convention collective et tous les avenants à jour. Vous avez aussi toute l'offre de formation, puisqu'on fait des webinaires, on vient vous voir en chambre, on fait des notes, plein de choses. Mais il y a aussi des formations complémentaires qui sont accessibles aux adhérents avec des tarifs préférentiels. Les pyramides qu'on ne présente plus, donc un concours de la profession. J'en profite pour glisser la date de la cérémonie nationale qui sera le 18 décembre prochain à Paris.
Vous retrouvez aussi les fiches pratiques. Donc, les fiches pratiques sont destinées, bien sûr, à vous, mais aussi éventuellement vos clients. Et donc, vous pouvez retrouver notamment des fiches sur le Prato zéro, la TVA à taux réduit, les diagnostics de performance énergétique. Vous avez l'onglet Actualité, donc avec tout un récapitulatif de tout ce qui se passe, et notamment les éditos du président Pascal Boulanger, les dossiers de conférences de presse, et le focus en fait d'aujourd'hui, c'est l'espace adhérent, donc accessible via ce petit carré rouge. Alors j'avoue que pour gagner du temps, je me suis déjà connectée, mais une fois que vous avez créé votre compte, donc c'est pas compliqué, une adresse mail professionnelle pour qu'on puisse s'assurer que vous êtes bien adhérent, un mot de passe que vous créez vous-même et que vous conservez précieusement, car nous ne l'avons pas. Vous pouvez retrouver donc toutes les informations de la fédération, donc la newsletter hebdomadaire, le FP Info, les circulaires qui sont les notes un peu conséquentes sur le droit applicable, les replays des rendez-vous live, donc puisqu'on en a un certain nombre, et celui-ci, voilà, le replay sera disponible dans cette partie du site internet. Les suppléments, donc les suppléments FP Info, je le rappelle, sont des focus sur des thématiques. On en avait fait un sur le ZAN. Plus récemment, on en a fait un sur la finance et notamment les sujets de finance verte qui nous amèneront, mais vous l'avez sûrement suivi dans les précédents épisodes. Tout à fait. De réflexion sur l'impact de la taxonomie et des critères de reporting extra-financiers liés à la directive CSRD qui a été transposée à vitesse lumière par l'État français, puisqu'on a été le premier État d'Europe à le transposer, et 17 autres refusent de le faire pour le moment, mais on a toujours été les meilleurs d'Europe pour la transposition, donc il n'y a pas de raison que ça change, puisqu'on a même une réglementation environnementale qui va au-delà de ce que l'Europe souhaite pour 2030. Donc on a quand même 8 ans d'avance, c'est quand même extraordinaire, il faut le dire. Voilà. Donc vous êtes les meilleurs. Cocorico. Donc sur le site intranet, je rappelle bien, de la fédération, vous retrouverez donc tous les suppléments, notamment sur cette thématique du financement, tous les articles, donc c'est ce que vous retrouvez notamment dans la newsletter plus en détail, la question de la semaine, les actualités, les événements, la fédération, donc les statuts, règlements intérieurs, les rapports d'activité. Voilà, si vous voulez savoir plus sur tout ce qu'on fait, et les fameux services qui vont vous être présentés ce matin et qui sont donc directement accessibles ici, donc OneClick SCA, Modelo, Cléa et Medimo Conso. Et le livret d'accueil, qui est un service spécifique adossé à Cléa, qui permet donc de délivrer plus d'informations que le simple carnet d'informations du logement, qui est un document réglementaire qui n'a que très peu d'utilité pour l'acquéreur. Et ça me fait la transition, puisque donc une fois que vous êtes dans votre internet, vous pouvez cliquer sur e-contrat FPI par Modelo. Donc vous avez une page qui vous explique succinctement ce que c'est. Vous pouvez vous créer un compte, et une fois que vous avez créé votre compte, je vais céder la parole à Monsieur Perron pour qu'il puisse vous présenter, voilà, Modelo. Merci bien. Donc moi, vous l'avez compris, l'objectif, et on a essayé de construire le plateau de cette manière-là, c'est de vous montrer l'enchaînement des services avec l'enchaînement d'un programme. Donc évidemment, qui dit programme de promotion, dit contrat. Contrat en premier, et comment on peut vous accompagner. Alors, Bérangère ne l'a pas dit, mais vous avez aussi, bien sûr, à disposition les contrats types. C'est ça. De la fédération, qui, je le rappelle, exclut expressément... Pour le contrat de marché de travaux, tout à fait, qu'on est en train de compléter. Donc, exclut la norme NFP XP01, tout à fait. qu'on vous invite bien à exclure de vos contrats. C'est ça, éviter de la contractualiser. Et surtout pas de la contractualiser. Donc on insiste bien sur ce fait-là, parce qu'elle n'est pas équilibrée. Au maître d'ouvrage. Et elle est déséquilibrée par rapport au maître d'ouvrage. Donc on insiste bien sur ce fait-là. Donc voilà, vous avez tous ces contrats qui sont disponibles, et en plus, évidemment, l'accès en version dématérialisée. C'est ça. Dématérialisée. Ça, c'est notre métier. Merci de m'accueillir encore une fois. Donc, une fois effectivement que vous avez atteint le logiciel Modelo, la mise à disposition des documents juridiques rédigés par Bérangère et transmis à notre service juridique. Il y a
il y a forcément les échanges Transition. réguliers entre Bérengère et notre service juridique. Et nous, on vous met à jour la base de données de documents qui est accessible sur la gauche, vous le voyez ici. En cliquant sur Documents, vous aurez ensuite un bouton, tout simplement, créer un nouveau document, hein, aussi intuitivement que ça. Et là, vous disposerez, donc, vous le constatez là, d'un certain nombre de documents qui sont donc mis à votre disposition. Si je pouvais simplement remonter cette fenêtre, non. En attendant que M. Perron trouve la fenêtre, je vous rappelle, chers auditeurs, que vous avez possibilité de nous envoyer vos questions dans le fil de conversation, dans le chat participant. Donc, n'hésitez pas à vous envoyer vos questions par écrit dans le chat, de manière à ce qu'on puisse les prendre en live et y répondre avec les intervenants. M. Perron. Je vous en prie. Donc, l'ensemble des documents est disponible là, vous le voyez sur la gauche, et il suffit de sélectionner une catégorie, d'aller dans les compromis, par exemple, pour les découvrir, un certain nombre de documents, contrat de réservation, déclaration de financement personnel, et j'en passe. Tous ces documents, donc, sont rédigés par votre fédération, transmis à notre service de rédaction, nous, en interne. On vous les retraduit de manière à ce que vous puissiez disposer ensuite de la facilité de rédaction, comme je vais vous le montrer maintenant. Mais je vais simplement vous faire un aperçu, n'ayez crainte, hein, je ne vais pas rentrer dans une démonstration d'1 heure, ce n'est pas le propos. On a convenu avec Bérengère que l'on puisse mettre en place des webinaires de formation. Bérengère vous transmettra via un lien. Déjà, vous aurez les coordonnées dans le support. C'est ça. Et puis, vous aurez les différentes sessions. Donc, on va essayer d'en planifier 2-3 d'ici la fin de l'année, de manière à ce que chacun, en fonction de la disponibilité, puisse s'y inscrire. Et là, on rentrera plus dans le détail. Vous pourrez poser toutes vos questions. Le propos de ce matin, c'est de vous montrer le principe. Le principe est donc d'accéder à la bibliothèque qui vous est mise à disposition. Et le principe de rédaction est le suivant. Vous cliquez sur le formulaire que vous souhaitez rédiger. Et le principe est, on vous l'affiche, vous le complétez. Voilà, aussi simplement que ça. Étant entendu que, bien entendu, tous les choix, puisque le principe, vous le voyez, est de poser des questions et vous y répondez, soit par oui, soit par non, si la question est fermée, soit par un certain nombre de choix. Le réservant est-il une société? Qui l'acquéreur? Vous voyez, en faisant choisir, j'ai bien entendu, civilité de personne physique ou personne morale. Et bien entendu, si je prends une personne physique, on me demandera un certain nombre d'informations. Si je prends une personne morale, on me demandera bien entendu d'autres. Donc le principe est vraiment celui-là. L'objectif étant bien entendu aussi de pouvoir faire un aperçu, mais surtout de pouvoir transmettre un projet. Il est quand même assez fréquent de pouvoir transmettre des projets. Donc ça, c'est entièrement intégré. Et l'objectif aussi, bien entendu, est de passer à la signature électronique de ce document. Hein, on va essayer de dématérialiser, on va essayer de tuer ce papier là, hein, qui nous pourrit nos bureaux et nos tiroirs. Donc la signature électronique, encore une fois, je ne vais pas faire une démonstration trop longue, hein, mais le principe est, vous le voyez, complètement intégré. Vous avez, en revenant sur votre base documentaire, la traçabilité, bien entendu, tous les documents que vous avez d'ores et déjà rédigés. Et au-delà de la signature électronique, lorsqu'un document est signé, si je prends ce contrat de réservation par exemple, et que je souhaite pouvoir l'envoyer en lettre recommandée électronique, puisque c'est une fonctionnalité qui est intégrée dans Modelo aussi, bah c'est un simple clic. Hein. On a vraiment essayé de faciliter au maximum les fonctionnalités. Donc encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les démonstrations, le propos est de vous montrer le principe. Mais vous avez donc à disposition la bibliothèque, les rédactions facilitées, les signatures électroniques, les lettres recommandées. Et puis, on est surtout à votre écoute avec le service juridique pour pouvoir enrichir cette base, puisque le principe de rédaction peut aller au-delà que, en prenant des documents comme divers, peut être aussi des lettres, hein, des lettres simples, des lettres vierges, qui peuvent être agrémentées, puisque on vous fournit un certain nombre de documents, mais que vous pouvez aussi personnaliser. Tout à fait. Hein, c'était le propos, et c'est ce qu'on avait évoqué avec Bérengère. Vous pouvez faire vos propres trames ensuite, et en l'occurrence, votre propre contrat de réservation, où vous allez inscrire certaines clauses, et vous allez pouvoir même annexer certains documents que vous souhaitez voir transmis systématiquement à l'envoi de vos documents. Donc, voilà le principe. Je propose qu'on ne le dise pas forcément plus. Il y avait le sujet
de l'accès au droit, c'est-à-dire, puisqu'on parlait un contrat dématérialisé avec des réponses, enfin des questions fermées, il y a la possibilité éventuellement d'aménager, enfin voilà, Absolument. l'accès au droit. Toutes ces fonctionnalités que vous voyez ici, document type ou alors envoi, peuvent être effectivement filtrées en fonction des catégories d'utilisateurs. Donc chaque adhérent a la possibilité, dans le paramétrage, je vous ai dispensé le bouton compte avec tous les paramétrages, mais vous avez en effet, merci Bérangère de le préciser, une fonctionnalité qui est de dire je vais créer un nouvel utilisateur qui va pouvoir accéder à cette bibliothèque juridique et en lui proposant un certain nombre de droits et en l'occurrence de pouvoir, on le voit ici, bloquer le fait de pouvoir entrer en déverrouillage et en modification de certaines clauses. Voilà. Mais qui néanmoins est ouverte pour d'autres, puisque on n'est pas à l'abri d'avoir le cas particulier que bien entendu tout le monde a eu. Et on est obligé de revenir sur une clause en accord avec la fédération, mais que l'on aura au moins à disposition ici. Donc effectivement, tout ça, tout ce qui est paramétrage, mise en œuvre, prise en main, je vous propose de faire des webinaires dédiés. Exactement, voilà. Et puis qu'on puisse échanger, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de pouvoir m'adresser à vous, mais sans pouvoir vous répondre. Donc c'est ce que l'on mettra en place avec Bérangère d'ici la fin de l'année. Tout à fait. Et début d'année aussi d'ailleurs. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, vous l'avez vu peut-être sur les onglets, c'est ça vous permet aussi de traiter de manière standardisée, automatisée toute la procédure lutte anti-blanchiment et ce qui n'est pas négligeable non plus, tout le respect à la réglementation RGPD sur la préservation de la confidentialité des données qui sont transmises à vos vendeurs par les acquéreurs. Alors, merci de me tendre la perche. C'est important parce que c'est souvent, c'est malheureusement souvent un sujet qui n'est pas toujours traité, notamment dans les bulles de vente, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est d'avoir la capacité de préserver ces données de manière à ce que vous ne soyez pas mis en cause sur des fuites de données liées à des informations qui ont été transmises par un acquéreur à vos services. Alors, à ce titre, on a voulu aussi anticiper sur le problème qu'on a tous, qui est la conservation des documents. Vous savez qu'on a tous une durée légale de conservation de 10 ans de ces documents contractuels. On est tous pareils, on a nos serveurs, on a nos blocs de sauvegarde, mais c'est bien entendu 9 ans et demi après qu'on nous demande un document, oh là là, où est-il, dans ma boîte mail, dans ma sauvegarde. Notre engagement à nous, c'est de vous conserver vos documents sur nos clouds pendant une durée de 10 ans. Que vous soyez ou non adhérent demain, que vous soyez ou non client Modelo demain, on vous donnera accès à votre banque. Tous les documents signés électroniquement, j'entends, pas les brouillons que vous aurez pu élaborer dans le logiciel. En revanche, donc tout ce qui a été contractualisé avec le client est conservé pendant 10 ans. Donc merci Franck de m'avoir fait préciser ça, parce que on est tous en train de rechercher des documents, donc on a voulu vous sécuriser là-dessus. Non, mais pour les adhérents, c'est un engagement. Pour certains qui n'ont pas développé ce service en interne, c'est extrêmement important, parce que ça leur permet de se mettre en conformité LAB, LCB, de se mettre en conformité RGPD sans investissement complémentaire. C'est ça. Alors, 2 questions, Monsieur Perron. La première, peut-on intégrer le logo du promoteur ? Vous ne l'avez pas montré dans la démo, mais c'est un service basique, évidemment. Exactement. Qui fait que le document est immédiatement mis au logo et aux couleurs du promoteur qui se servira du service. Et puis, la question que nous poserons à tous nos intervenants, évidemment, c'est combien ça coûte. C'est combien ça coûte. Bon, là, c'est assez facile, puisque c'est intégré dans votre adhésion à la FPI. C'est ça. Donc, l'accès, en fait, à la DocuTech Modelo est un service gratuit pour les adhérents FPI. Après, il y a les packs seuls les services recommandés qui dépendent des volumes, en fait, du promoteur. Exactement, et qui sont à la consommation. C'est-à-dire que ce n'est pas un abonnement, ça fonctionne sous forme de crédit. D'accord. Donc, en fait, pour résumer, le service de base d'accès, d'intégration du logo, d'édition des documents,
C'est compris dans la C'est cotisation. compris dans la C'est compris dans la cotisation. cotisation. Donc pour ceux qui s'imaginaient qu'on allait vous facturer quelque chose, non. Eh bien non. On est la à votre bonne- service, je vous C'est le la rappelle. bonne nouvelle. Donc c'est inclus dans votre cotisation. Par contre, effectivement, comme le dit Monsieur Perron, les services à l'usage type envoi de C'est ça. recommandé, Exactement. Bah, c'est au qui cas par cas. peut-il y avoir d'autres C'est signature principe- électronique et signature recommandée électronique et C'est la recommandée. signature électronique, voilà, c'est les lettres recommandées. Voilà. On met à disposition aussi la possibilité de commander des états des risques et pollution Ah oui. qui peuvent être ponctuellement intéressants d'avoir. L'intérêt, c'est qu'on l'a sous 1 heure. Donc c'est généralement l'urgence, hein, bien entendu. J'ai quelque chose à émettre ce soir et mon ERP n'est plus bon, il a plus de 6 mois. Il faut absolument que j'en édite un nouveau. Vous avez la possibilité de l'avoir. Donc voilà, vous achetez des crédits et vous dépensez les crédits. Au même titre que si vous dépassez par contre 10 utilisateurs, vous avez la possibilité d'acheter des accès utilisateurs. Mais voilà donc le principe. Merci beaucoup, Monsieur Perron. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et puis encore une fois, bienvenue au futur webinaire. Je me ferai un plaisir de vous accueillir et de répondre à toutes vos questions. Et puis surtout, entre-temps, pour tous nos auditeurs, n'hésitez pas à utiliser le service, à le tester et à nous faire remonter Oui, les tout à éventuelles fait. questions Comme ça, on s'améliore. ou problèmes que vous rencontriez, hein, puisque l'intérêt, c'est évidemment, encore une fois, c'est un service que la Fédération a décidé d'intégrer dans son pack d'adhésion. Donc il est extrêmement important que vous puissiez nous remonter les éventuelles Absolument. difficultés que vous rencontrez, de manière à ce qu'on puisse adapter le service à vos besoins. Et puis on transmettra, je crois, mes coordonnées, mail et téléphone. Voilà, Et ce si sera dans le jamais il y a support qui les adhérents sera qui ont des sur questions le site. plus précises, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Merci beaucoup, Monsieur C'est moi qui vous Perron. remercie. Et donc, nous passons à l'étape suivante, puisqu'on a parlé effectivement contractualisation, et on sait qu'aujourd'hui, avec la réglementation environnementale qui arrive, l'analyse de cycle de vie devient un impératif. Et le sujet, la question que posent beaucoup d'adhérents, évidemment, c'est comment faire une analyse de cycle de vie sur une esquisse, quand on ne sait pas ce qu'on va mettre comme produit et qu'on sait à peu près la forme du bâtiment. Premier sujet. Et puis, évidemment, en recherche foncière, les deux vont ensemble. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une réalisation potentielle d'une volumétrie de bâtiment? Qu'est-ce que ça représente? Comment c'est développable? Et est-ce que j'aurai le permis? Ce qui veut dire, est-ce que j'aurai une analyse de cycle de vie et un poids carbone qui rentrera dans les règles qui me permettront de réaliser l'ouvrage. Donc, ce qui m'amène à vous passer la parole, Jérémy et Anis. Je pense que c'est vous qui commencez, Jérémy? C'est ça, c'est moi. Alors, allez-y. Merci Franck et Bérangère pour l'invitation et pour cette deuxième participation. Donc moi je vais vous présenter One Click LCA Group et la solution qu'on a développée depuis maintenant plus de 20 ans, qui est une plateforme de décarbonation propulsée par l'IA et qui va nous intéresser aujourd'hui plus particulièrement sur la partie prospection foncière. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, on est la plateforme numéro 1 dans le monde sur la partie décarbonation. Et notre objectif, c'est d'avoir 1 million d'acteurs qui vont décarboner la construction d'ici 2035. On a une utilisation on existe depuis 20 ans, on est d'origine européenne avec un siège en Finlande, mais on est utilisé dans plus de 170 pays. Et on a la confiance de 80 à 90% des majors de la construction, à la fois en France et à l'international. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous faites à la fois des fiches de données environnementales pour les industriels. Oui. C'est un de vos services, qu'on ne va pas développer ici, mais qui est un des services de One Click LCA. Et puis, tout le process, analyse de cycle de vie des bâtiments dans les différentes phases de développement de ces bâtiments-là. C'est exactement ça. On le voit très bien d'ailleurs sur cette présentation. On a la partie dont vient de parler Franck sur la partie fabrication, c'est qu'on accompagne les fabricants sur la création de leur FDES et de leur fiche PEP qui va être Fiche de données environnementales et sanitaires, fiche PEP. Ouais, profil environnemental produit. Voilà, bon, c'est parce qu'en France, on adore les acronymes. Différenciés. Donc, c'est pour ça que je me permets d'insister. C'est plus précis. Les fiches de données environnementales et sanitaires, c'est principalement les matériaux bruts qui vont être mis en œuvre. Et les fiches PEP, ça va être les composants techniques principalement. Donc, Pompe à une chaudière, chaleur, une pompe à chaleur, c'est ça. un équipement ou un système.
Bon, pour nos adhérents, je vous renvoie également à nos travaux et à un précédent webinaire sur comment faire une ACV en utilisant les données PEP et FDES. Ouais. Juste pour redonner l'information, quand vous faites une analyse de cycle de vie, en fait, vous allez passer par différentes étapes avec des données forfaitaires, puis des données génériques, puis des données produits. Et le ratio qu'on utilise souvent, c'est que vous avez 20% à chaque fois d'amélioration du poids carbone. Une donnée forfaitaire va être 20% plus chargée en carbone qu'une donnée générique. Une donnée générique va être 20% plus chargée en carbone qu'une donnée particulière. C'est un ratio qui est totalement faux, mais qui permet d'avoir un ordre de grandeur. Ouais. Et donc nous, on permet de calculer, on permet aux fabricants de calculer ces données environnementales-là qui vont alimenter une grande partie de nos clients qui sont notamment les promoteurs, puisqu'en fait on permet aux promoteurs de calculer l'analyse de cycle de vie des projets. Et en fait, on vous permet de répondre à ces exigences, à ces réglementations, et notamment la nouvelle réglementation environnementale 2020, puisqu'on est logiciel reconnu par l'État pour faire ces analyses environnementales. Que ce soit avant dépôt de PC ou en ACV, en réglementation environnementale fin de chantier, on vous permet de faire des calculs de réemploi aussi pour ceux qui pousseraient un petit peu la démarche environnementale sur leur projet. On vous permet d'accéder à toutes les données environnementales. Franck en parlait avec les données des fabricants, les données génériques, tout ça c'est en accès depuis notre plateforme. Et on vous donne accès à toutes les données européennes, plus largement. On a une solution qui est de plus en plus propulsée par l'IA, et notamment mon collègue Anis vous présentera une solution qui a été dédiée notamment pour les promoteurs avec l'outil Builders. On a des outils à chaque phase du projet, et si on se met sur une échelle d'ensemble immobilier, on a aussi un autre groupe qui nous a rejoint, Envimet, durant l'été, et qui là va permettre de modéliser l'impact du projet immobilier sur un quartier ou sur un aménagement, et de prendre en compte les impacts des îlots de chaleur et les enjeux de demain, imperméabilisation, ce genre de choses, qui sont des sujets de plus en plus récurrents. Alors, avant que vous n'abordiez le détail de l'ACV, j'insiste sur le fait qu'une des raisons pour lesquelles on a un partenariat avec vous, c'est que pour ceux qui sont amenés à vendre des biens à des investisseurs qui seraient extra-français, c'est-à-dire européens, il faut savoir que notre modèle réglementaire d'ACV est spécifiquement français et n'est pas du tout le même que celui qui est préconisé au niveau européen, qui est notamment intégré dans le système de certification Levels, qui est le système européen. Oui. Donc ça permet, en un clic, si je puis me permettre le jeu de mots, c'est-à-dire sans surcoût, de pouvoir basculer avec les mêmes données votre calcul d'analyse de cycle de vie du modèle réglementaire français vers le modèle standard basé sur les normes européennes, avec un résultat qui sera évidemment différent. Oui, c'est exactement ce qu'on voit là sur la partie réglementation, certification. L'avantage, c'est que sur l'outil OneKLCA, vous allez pouvoir modéliser votre RE 2020 qui va être réglementaire nationalement et qu'on vous impose. Mais sur ces projets-là, vous allez aussi pouvoir aller chercher des labels ou des certifications à la fois européennes ou internationales, comme Levels, le standard européen, des labellisations BREEAM, BBCA, HQE, et d'aller mettre en valeur le bien que vous portez sur le marché. Et c'est le gros avantage de la société OneKLCA. Et en fait, quel que soit l'acteur que vous êtes, l'avancement du projet, on va vous fournir en fait ces briques d'outils qui vont répondre aux différentes problématiques, que ce soit en phase très en amont, donc on a la partie Builders, que Anis va présenter juste après. On a des outils un peu plus avancés qui vont pouvoir comparer des différentes variantes, des différents matériaux, et tester de manière très prospective et très rapide l'impact du projet, et quelle variante je peux optimiser. On se connecte aussi à tous les outils métiers existants, c'est-à-dire que si vous êtes avancé en stratégie BIM et que vous avez des architectes notamment qui travaillent avec vous, ben on est connecté directement avec Revit, Archicad, et on vous permet de récupérer vos métrés. Et on peut aller jusqu'au reporting extra-financier dont on parlait tout à l'heure, où là on va avoir besoin d'amener des résultats cohérents et transparents. Je reviens un peu en arrière, si vous le permettez, Jérémy. Deux choses extrêmement importantes. La connexion avec le BIM, ce qui permet d'avoir des métrés avec une saisie automatique. Là aussi, c'est extrêmement important, puisque quand vous êtes en avant-projet, la CV va dépendre de deux choses, du nombre de données disponibles génériques
sur les produits, mais évidemment la quantité de produits. Or, très souvent, il y a des incertitudes sur les quantités de produits, qui sont normales, mais le fait de les avoir tracées dans une maquette numérique permet d'avoir une traçabilité et là aussi de maîtriser l'incertitude. Je parlais des 20-20%. C'est de l'incertitude qui se réduit avec le temps. Là, pareil, sur un quantitatif en phase esquisse, il y a une incertitude importante qui va dépendre du niveau de qualité de l'esquisse et du métré qui sera transmis. Donc, quand vous mettez toutes ces incertitudes bout à bout, ça vous permet d'avoir une analyse de cycle de vie en amont qui vous donne un chiffre qui va être avec une incertitude associée de plus ou moins 20%. Mais au moins, vous avez un chiffre et vous savez l'incertitude qui est associée. C'est ça le gros avantage. Et donc, vous pouvez savoir si vous rentrez dans les seuils avec cette incertitude associée. Et si vous êtes 20% au-dessus en ACV, en esquisse, pouvez-vous partir du principe qu'avec les fameuses règles des 2 x 20, plus l'amélioration des quantitatifs, vous serez dans la cible à l'arrivée. C'est ça qu'on essaye de démontrer et travailler. Et deuxième sujet qui est extrêmement important, c'est la partie reporting extra-financier. On a fait plusieurs... Vous êtes nombreux à nous solliciter sur ce sujet. Voilà, on a déjà fait des webinaires sur le sujet et on va le refaire parce que, évidemment, vous allez tous être obligés de rentrer dans cette obligation qui est passée par ordonnance en décembre 2023, pardon, et une ordonnance de décembre 2023 qui, comme on le disait tout à l'heure, vous permet d'être les champions d'Europe du reporting extra-financier puisqu'on est le premier pays à avoir transposé. Et donc, du coup, vous allez avoir besoin de justifier le poids carbone de votre ouvrage à des auditeurs CAC qui deviennent les auditeurs de votre prestation en tant que promoteur immobilier. Alors certains d'entre vous, ils sont déjà soumis. On a commencé à recevoir des grilles d'analyse bancaire qui demandent l'information sur le poids carbone des ouvrages. Donc l'important, c'est évidemment de ne pas refaire le calcul carbone, mais c'est de disposer dans votre base de données d'une analyse carbone structurée, certifiée, qui dit j'ai bien fait mon ACV, et donc je veux vous dire que le bâtiment qui est là, il a tel poids carbone, et c'est conforme à la réglementation française, ou à une réglementation européenne, si vous avez besoin, encore une fois, de vendre cela à un client qui ne soit pas qui soit européen. Je vous en prie. Ouais, non, mais merci pour ces précisions, et ça m'amène aussi à un autre sujet qui est que les promoteurs ont un impact important sur la construction en termes de carbone, puisque plus les choix sont faits en amont, plus les leviers de décarbonation en termes de pouvoir vraiment de décarboner et aussi de facilité de décarbonation sont élevés. Et donc c'est là que tout l'intérêt de builders et des promoteurs va s'avérer pertinent. Alors j'ai une question, Jérémy. Oui. Vos données, vos passeports, vos calculs sont basés sur les bases de données INIES pour les bases réglementaires, et pas sur EcoPasseport évidemment, puisqu'EcoPasseport vous pouvez l'utiliser aussi. Oui. Mais dans ce cas-là, on sort du cadre réglementaire. RE2020, tout à fait. RE2020. Donc RE2020, on est en vraiment... fait, c'est deux tuyaux différents. Ouais. Quand vous êtes en RE2020, vous avez un tuyau qui ne va que vers la base de données INIES, qui est la seule reconnue, qui est la seule reconnue par l'État français. Et si vous voulez faire une étude avec des fiches EcoPasseport ou toute autre fiche de données dont vous disposez dans votre base de données, évidemment, là, on sort du cadre réglementaire, mais vous pouvez le faire aussi. Oui, tout à fait. Et peu importe le pays dans lequel vous faites les projets. Donc là, on parle beaucoup de la France, mais ceux qui ont des activités plus larges, l'avantage de One-Ticket, c'est qu'on va répondre à toutes les réglementations sur les pays limitrophes que vous porteriez depuis la France. Oui, Luxembourg, c'est ça. Italie, Espagne, Allemagne aussi. Allemagne aussi. Et donc, je vais laisser la parole à Anis. Merci, Jérémy, pour l'intro. On parlait de notion de risque, justement, dans une optique de décarbonisation. Il y a un sujet qui est bien évidemment plus en amont, qui est le développement foncier, et qui permet de baliser justement les contours du projet et d'éviter du coup les risques pris. Ensuite, nos builders, on s'est intéressé à 3 briques particulières sur le développement foncier. Donc c'est la qualification foncière, c'est la prospection foncière, comment on va trouver du foncier à potentiel sur lequel on va pouvoir aller équilibrer nos bilans, avoir une approche environnementale qui est cohérente et un bilan financier qui tourne de façon correcte. On a également, pour aller un petit peu plus loin, en phase d'esquisse, toujours en phase de préconception, la faisabilité. C'est un petit peu le cœur du réacteur, si je peux me permettre, chez Builders. C'est là où on va pouvoir en fait aller scénariser nos projets, comprendre un petit peu comment tourne notre projet vis-à-vis de ces 3 volets, donc le financier, l'environnemental et le réglementaire. Le réglementaire, on l'a dit, c'est en général
beaucoup de problématiques pour le métier. Et l'objectif du coup de passer par Builders, c'est de s'appuyer sur une IA pour orienter le métier, gagner du temps, améliorer les process. Et surtout en amont, parce qu'en fait, il faut Exactement. un paquet de formations qui peuvent bloquer un programme. Et ça demande beaucoup, enfin le rapport initial pour essayer de savoir si on peut se lancer dans un programme ou pas, peut être extrêmement coûteux en temps et en argent évidemment. Bien sûr, parce qu'on sait que sur une ligne du bilan qui est décalée, une mauvaise mesure, c'est en fait tout un bilan qui se déséquilibre. Oui, sur Donc, il y a les tout intérêt données biodiversité, etc. Exactement, parce qu'il y a aussi un sujet, le PLU va dire quelque chose, derrière les élus vont avoir des attentes, des demandes particulières, donc le sujet c'est aussi de comprendre comment on va aligner les différentes parties prenantes par rapport à leurs enjeux. Et donc l'IA doit travailler avec le métier, donc il y a forcément c'est l'alliance de l'IA et de l'humain, et c'est avec cette approche que nous on a travaillé le sujet là. Donc les 3 briques métiers qu'on travaille, c'est celles que je viens de mentionner, donc la prospection foncière, la qualification et l'étude de faisabilité. Et derrière, pour faciliter, fluidifier la communication, on travaille aussi sur du pilotage de projet pour avoir un petit peu la vision projet travaillé, mais également pouvoir dans une optique de remonter l'information, de la visibilité aux équipes, pouvoir justement s'appuyer sur tout ce modèle-là. Et in fine, en fait, tous les projets qui vont être travaillés sur Builders, on va pouvoir extraire des synthèses. Donc c'est des synthèses de projets qui vont notamment être travaillées, challengées potentiellement sur les comités d'engagement. C'est une façon d'arbitrer, go, no go sur le projet si intéressant. Et donc j'ai donné quelques chiffres, surtout dans un contexte qui est compliqué aujourd'hui, où la maîtrise des coûts est un sujet. Nous, on estime qu'aujourd'hui, on fait économiser en moyenne entre 60 et 100 000 euros par structure, avec pour objectif premier, bien évidemment, on garde ça en tête, l'objectif d'aller chercher plus de permis. Donc c'est en moyenne 3 opérations qui sont déclenchées grâce à Builders sur une équipe entre 5 et 10 personnes. Ça dépend aussi des structures. Nous, l'objectif, c'est de comprendre aussi l'organisation en place et comprendre comment on va inscrire Builders dans les process existants. Et pour avancer... Et pour avancer, je parlais d'IA. Le but, c'est un petit peu de comprendre aussi comment on a réfléchi à cette question-là. Vous le savez, aujourd'hui, il y a une multitude de bases de données qui sont à disposition. Il y a la donnée publique, il y a la donnée privée. Nous, on a essayé d'agrémenter un maximum d'informations pour vraiment comprendre, baliser tous les contours d'un projet. Donc, il s'agit d'environnemental, les ombres, l'ensoleillement, à quel point ça va impacter le voisinage, mais évidemment tous les sujets liés au réglementaire, les biotopes, les prescriptions graphiques, comment on va travailler, scénariser ma faisabilité en fonction de la taille de la parcelle, des contraintes auxquelles on va être confronté. Donc ça permet vraiment de déjà clarifier toutes les contraintes du coup réglementaires, financières et environnementales, donc gagner un temps fou sur du coup cette donnée-là, et derrière de pouvoir justement s'appuyer sur l'IA pour aller scénariser des faisabilités. Donc en fait, très concrètement, on va avoir 10 scénarios qui vont apparaître quand on lance une faisabilité sur Builders. Ça prend 10 minutes en moyenne. L'IA tourne, elle va itérer sur les scénarios les plus probants. Et on va pouvoir du coup s'appuyer, capitaliser sur un projet déjà poussé par l'IA pour le retravailler, le challenger et aller apporter vraiment une valeur métier, une réflexion humaine derrière. Et derrière, c'est aussi un outil d'aide pour les premières esquisses de l'architecte. C'est d'abord un outil d'aide à la décision, effectivement. Ça vient aussi cadrer la probabilité de réalisation d'esquisses dans une volumétrie. Il ne s'agit pas du tout de remplacer l'architecte, bien évidemment. Non, pas du tout. On a de lui donner, plutôt de mieux apprécier le volume dans lequel il peut exercer sa profession. Exactement. Et le but, c'est aussi de donner du coup de la continuité dans les échanges. Puis d'éviter justement à l'architecte de se faire pénaliser à cause d'une contrainte qu'il n'aurait peut-être pas appréhendée. Ce qui est normal, hein, c'est tellement compliqué qu'il y a tellement de réglementation que c'est vraiment un outil d'accompagnement et de facilitation. On garde ça en tête, vous allez voir tout à l'heure, on y reviendra, mais effectivement, c'est pouvoir justement accompagner les métiers, la transition aussi, le partage d'informations, parce que tous les modèles qui sont travaillés dans Builders, on va pouvoir les réimplanter, les réutiliser sur les environnements de travail métier, des architectes notamment. Voilà, pour répondre à la question et faire la transition. Et je vous propose maintenant, parce que c'est beaucoup d'informations, de passer un petit peu dans le concret. Alors on a une vidéo normalement
qui va Si vous demandez apparaître. la vidéo, elle va Alors, apparaître la en vidéo va quelques secondes. apparaître. Voilà. Donc l'idée de la vidéo, c'est de présenter qu'est-ce que vous allez nous montrer dans cette vidéo. Alors, c'est un projet type, c'est se dire, on a identifié une parcelle à potentiel, on va demander à Builders de démarrer le projet, donc on va lancer la vidéo. Et très concrètement, on a déjà, ça veut dire en amont, balisé un petit peu le projet, on s'est dit on a les données marché, on connaît les contraintes auxquelles on est confronté, et on va demander à l'IA d'aller scénariser une faisabilité. On va, bien évidemment... C'est sympa pour le promoteur qui a fait le 6 rue du Pipe, la Champigny-sur-Marne. Alors, c'est Builders, bien évidemment, on est encadré par la RGPD. Il faut bien, donc là, on va Oui, poser... je fais exprès de vous taquiner pour aussi ce problématique RGPD et de confidentialité de données Oui. entre les promoteurs. Bien évidemment. Évidemment, on est audité tous les ans et on... Il est On bien se doit- évident que vous ne confiez pas les informations du promoteur X à le promoteur Y. On n'aurait pas réussi à convaincre 80 promoteurs si c'était le cas, je pense. Donc, du coup, là, on lance la faisabilité. Là, on le voit, l'IA va itérer sur les différents scénarios qu'il est possible de présenter. Donc, on inclut aussi la notion de remembrement en phase de prospection ou en phase d'étude de faisabilité. Et on l'a vu juste avant, il y avait un paramétrage où on décide un petit peu la forme des bâtiments, les règles de stationnement, mixte ou sous-sol, etc. Et l'IA va derrière nous proposer une dizaine de scénarios. Donc là, il y en a 5 parce que le bâtiment il est assez important. On va jusqu'à 10 scénarios. Mais et on va, à partir de là, avoir du coup accès à une synthèse de projet où on a tous les éléments sur la programmation, sur les éléments du réglementaire, les éléments sur la granulométrie des étages, sur les plans masse, les plans d'infra qu'on va avoir, les informations sur le parcellaire. Finalement, c'est une synthèse projet qu'on va pouvoir exporter en marque blanche, bien évidemment, avec le logo du promoteur. C'est aussi l'intérêt, c'est de pouvoir valoriser le savoir-faire et avoir un document qui a une force commerciale, finalement. Et à partir du moment où on a du coup cette faisabilité, on peut aller derrière la retravailler de façon autonome avec en garde-fou un assistant IA qui travaille comme assistant réglementaire. Est-ce qu'on n'est pas en train de casser une règle du PLU si on modifie le projet? Intégrer les dérogations aux règles de PLU. Oui, parce qu'après, au-delà des PLU, il y a aussi les souhaits et désirs de la collectivité locale qui sont à intégrer on peut du coup dans votre machine rajouter des règles qui ne sont pas écrites. Exactement. On peut C'est la s'appuyer sur le base, PLU ça. en vigueur, mais on a totalement la possibilité en tant qu'utilisateur d'aller implanter ses propres règles. Et on travaille d'ailleurs sur une autre IA là, qu'on a mis en place il y a 6 mois, sur justement de la lecture et transcription des documents PLU pour pouvoir du coup faciliter le filtrage de l'utilisateur sur du coup cette possibilité d'aller donner de la flexibilité sur le cadre réglementaire en vigueur. Du projet. Si j'avance un petit peu, très rapidement sur Builders, quelques mots encore. Nous, on travaille en mode projet, donc on accompagne en fait nos utilisateurs tout au long de la collaboration. Le logiciel est assez dense, donc il y a une nécessité aussi, d'accompagner. Des webinaires, des Exactement. formations dédiées. Exactement, des formations dédiées, et on a des chargés de compte et des gens qui accompagnent les utilisateurs sur la partie projet, donc avec une visée vraiment opérationnelle, mais également avec une visée un peu plus stratégique, parce que le but c'est bien évidemment, in fine, d'aller décrocher plus de permis et pouvoir apporter vraiment de la valeur au métier grâce à cet outil qui est d'abord un outil d'aide à la décision. L'IA ne travaille que si l'humain réagit de façon intelligente. Oui, Et expérimenté. Exactement. L'intelligence que celle de l'être humain qui est derrière. On est tout à C'est fait ça. d'accord. Sinon on ne serait pas là. Voilà. Alors, c'est assez intéressant parce que finalement, ce que vous montrez va être, moi je l'ai vu dans d'autres pays se développer, en fait c'est après utilisé par les services instructeurs des permis, finalement, qui viennent contrôler la conformité au PLU. Alors, on travaille majoritairement avec des promoteurs aujourd'hui, mais on travaille également avec des donneurs d'ordre, donc c'est les collectivités, ça peut être également les EPF, qui vont avoir des cas d'usage qui vont être différents, mais effectivement, le fait d'avoir justement à disposition un outil comme celui-ci, ça va permettre d'aller challenger son PLU, d'aller potentiellement s'interroger sur des sujets de préemption, des IA, etc. Et donc, oui, j'insiste là-dessus, parce que je sais qu'en Finlande, par exemple, le pays d'origine Exactement. de OneClick, en Finlande, le 1er janvier 2025, l'ensemble des permis de construire seront digitalisés sous format open data et seront contrôlés par des outils de ce type
pour vérifier la conformité des permis de construire aux règles de plan local d'urbanisme. Et voilà, on aura bouclé la boucle, puisque du coup, effectivement, on pourra avoir son permis. Si j'ai bien compris ce que me disait le ministère en charge de cela en Finlande, peut avoir son permis en 48 heures. Oh, mais là, tu vas les mettre de mauvaise humeur. Non, c'est aussi pour Ça dire que, avance. voilà, il faut savoir que ces outils sont bien évidemment utilisés par des services instructeurs en France. On va y arriver. Qu'ils soient publics ou qu'ils soient sous-traités à des opérateurs privés. Et ils utilisent déjà ce type d'outils pour contrôler la conformité au plan local d'urbanisme. Par contre, effectivement, derrière restent les autres services instructeurs. Et c'est là aussi qu'on a un problème, en tous les cas, en France. Même la Cour des comptes a pointé. C'est pour ça que j'en parle. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet public pointé par la Cour des comptes. J'allais citer le rapport dont tu parles, que tu as lu en détail et pas moi. Pas un rapport très riche de la fin septembre qu'on a. Voilà, et qui pointe bien les difficultés des services instructeurs associés à pouvoir digitaliser aussi leur approche. Et une des raisons pour lesquelles l'instruction des permis de construire en France est très longue, c'est pas parce qu'ils ne sont pas outillés d'outils comme ça, ils commencent à l'être, mais c'est bien l'interopérabilité avec les autres services. Et du coup, on se retrouve avec des services externes. Je citerai pas de nom ici, mais vous voyez tous. C'est dans le rapport. Mais tous ceux dont on parle, qui mettent des mois à essayer avec une règle, de mesurer des distances sur l'écran de leur ordinateur, puisqu'ils n'ont plus de papier. Donc, non, mais vous plaisantez, c'est du vécu. Et c'est vraiment un énorme sujet. Et je pense que là, on a un travail de conviction que la fédération mène auprès de l'administration pour pousser à une amélioration du service que l'État nous dit avoir mis en œuvre de numérisation, et que nous disons à l'État que c'est pas du tout réussi. Bien que la mise en œuvre est aléatoire selon les territoires. Oui, exactement. Il y a encore beaucoup de travail, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on voulait montrer ce service-là, pour montrer que ça a une double face, c'est-à-dire que c'est utile pour le promoteur évidemment, mais ça a aussi clairement un impact sur la manière dont on va traiter l'instruction des permis derrière. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humain derrière, on l'a tous dit, mais bien évidemment, ça permet d'accélérer les processus de vérification. Et là, il y a encore un énorme travail à faire, et vous pouvez compter sur la fédération pour vous accompagner sur le sujet et faire en sorte que les administrations et les territoires s'équipent le plus vite possible et permettent d'accélérer les processus. Comme ça, on en profite pour passer le message, pour remonter les bonnes ou mauvaises pratiques, on va dire, en la matière. Et oui, ça permet d'enrichir nos échanges avec l'administration. C'est extrêmement important. On fait cette campagne au moins une fois par an. C'est d'avoir des informations de votre part sur les avantages et les inconvénients que vous rencontrez avec la dépôt de permis de construire sous format PDF. Est-ce que ça va plus vite? Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Bon, la majorité aujourd'hui des réponses qu'on a eues l'année dernière et en début d'année, c'est de nous dire, grosso modo, il faut que je dépose autant de dossiers papier qu'avant, plus un dossier PDF. Ça change rien en délai d'instruction, et ça me permet juste d'avoir une sécurité plus forte sur les dates de réception et les dates de transmission de documents complémentaires. Voilà où on en est aujourd'hui. Mais évidemment, on est à votre écoute si jamais vous trouvez une collectivité qui permet de vous donner un permis plus vite. Il y en a certaines. Il y en a. Bon, alors on fera peut-être bon, c'est une bonne idée. Un webinaire dédié. On fera peut-être un webinaire avec les collectivités où ça fonctionne. Avec plaisir. En tout cas, on pousse là-dessus. Le but, c'est donner en fait le prisme de lecture le plus précis à tous les acteurs pour faciliter les process, accélérer les processus de décision, etc. Évidemment. C'est une bonne idée. On essaye de trouver et de pousser les solutions qui marchent. Donc, ça sera aussi un sujet qu'on évoquera pendant BIMworld en avril 2025. Parce que c'est là aussi où on va faire venir les collectivités, les utilisateurs de services logiciels, tant pour la conception-construction que pour justement toutes ces approches permis de construire. Encore une fois, merci beaucoup, messieurs. Et donc, une fois qu'on a une autre permis de construire. Revenir sur la convention, puisqu'on a signé une nouvelle convention. Oui, j'allais. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on a fait ces webinaires, puisqu'on a renouvelé nos partenariats. Effectivement, donc après quelques années d'échanges et de partenariats sur d'autres sujets, on avait fait notamment des formations Aéro 2020 à l'époque
pour les promoteurs. Aujourd'hui, on a un partenariat ensemble qui permet aux membres de la FPI et qui viennent de la part de la Fédération des promoteurs d'avoir des remises commerciales sur la première année de déploiement du logiciel dans leurs activités. Voilà. Que ce soit OneClickLCA, Builders, NVMet. Voilà. Alors, vous nous avez parlé de la remise, et on vous en remercie, mais combien ça coûte? Combien ça coûte? Alors peut-être sur la partie Builders... Oui, les prix sont pas les mêmes. Non, mais c'est différent. Donnez des ordres de grandeur. Non, mais très facilement, nous, très concrètement, nous, on fonctionne à la licence pluriannuelle. Il faut compter, par exemple, en Île-de-France, sur 5 utilisateurs, donc sur un périmètre avec des faisabilités en illimité, il faut compter entre 25 et 35 000 euros par an. Et en faisabilité illimitée. Hein. Exactement, mais ça dépend encore une fois du nombre d'utilisateurs, du périmètre. 5 utilisateurs en Île-de-France, autant de faisabilité qu'ils veulent. Exactement. 25 à 35 000 euros par an. Exactement. Et le logiciel RE2020, conforme par l'État, on va être sur entre 2 et 7 000 euros par an, en fonction des fonctionnalités. Et je peux faire autant de simulations RE2020 qu'on veut. Je peux faire 1000 simulations. Le but, c'est d'en faire le plus possible pour justement tester le plus de solutions possibles et d'apporter en fait de la valeur sur les projets. Non, mais ça, c'est un sujet sur lequel je me permets d'insister. C'est-à-dire que plutôt que de demander à mon bureau d'études de me facturer une dizaine de simulations en phase esquisse, finalement, je travaille avec la maquette numérique, les quantitatifs, le bureau d'études, s'il est déjà désigné ou pas, à la limite, j'ai même pas besoin d'avoir le bureau d'études. Et donc, je peux faire, avec ma maîtrise d'ouvrage, je peux faire autant de simulations que je le souhaite. Oui. Et est-ce que ces simulations, je peux les transmettre ensuite au bureau d'études? On peut les transmettre au bureau d'études. Il y en a beaucoup qui sont utilisateurs de OneClickLCA, donc là c'est encore plus simple. On partage les projets, on travaille dessus. Sinon après la sortie est importable par n'importe quel bureau d'études. C'est une question aussi de prise de risque par le promoteur. Parce que moi la question que j'ai eue, c'est je suis promoteur, j'utilise votre logiciel. J'ai une direction technique ou des responsables de programmes qui sont formés pour le faire. Ils font les ACV, les analyses de cycle de vie, et ils arrivent à un certain résultat. Mais quel est le niveau de responsabilité que je prends lorsque, après, je le transmets à l'architecte et à l'ingénieur pour dire, voilà le cadre de poids carbone dans lequel vous allez devoir réaliser les documents plus avancés pour le permis de construire. Ouais. Ça vous est déjà arrivé, ce type de... Généralement, on accompagne les promoteurs sur cette prise de compétences et cette prise en main des sujets, donc il n'y a pas vraiment de difficulté de ce côté-là. Et je dirais même que ça permet de sécuriser le process. Et notamment de se projeter sur l'avenir, c'est qu'on a l'enjeu aujourd'hui, mais les seuils vont bouger. Dès le 1er janvier 2025, oui. Voilà, les seuils vont bouger et ça permet au promoteur de se dire, voilà, comment je construis aujourd'hui et est-ce que ma façon de construire aujourd'hui, c'est compatible avec ce qu'on va me demander demain? Et d'anticiper plutôt que de se retrouver face aux problématiques avec un architecte au pied du mur. Au pied du mur. Ouais. D'accord. Donc c'est vraiment un outil d'accompagnement. Anticipation, en fait, accompagnement. Voilà, si je veux le reformuler différemment, c'est un outil qui effectivement peut être très précis quand il est utilisé par les maîtrises d'œuvre techniques pour faire du calcul à 2020, mais c'est aussi un outil d'accompagnement qui permet de maîtriser les incertitudes qui sont de toute façon présente lorsqu'on fait une esquisse, mais qui permet d'accompagner le maître d'ouvrage promoteur dans le fait d'être rassuré sur l'atteinte des seuils, même avec des données très peu génériques au départ. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Et bien encore une fois, un grand merci, messieurs. Merci. Et donc on passe... on a fait la conception, la commercialisation, la livraison. On fait un saut dans le temps. Pas de travaux, on avance assez vite là. Oui, parce que les travaux, c'est la partie facile. Easy. Ça n'est plus un sujet, donc nous voici arrivés quasiment à la livraison. Alors en fait, pas vraiment parce que tout allait très vite ce matin. tout va de plus en plus vite. Pas vraiment parce qu'en fait, ce qu'on incite les promoteurs à faire, c'est que les informations que vous pouvez mettre dans le livret d'accueil, c'est le demander à vos maîtrises d'œuvre et à vos entreprises dans le contrat de construction, de manière à ce que, en fait, vous ayez dès le départ une règle du jeu et vous puissiez définir les éléments que vous attendez vouloir mettre dans le livret d'accueil du logement. Tout à fait. Donc, 2 sujets qui sont donc accessibles depuis l'espace membre de votre site FPI. Le livret d'accueil et du logement
donc a été conçu par la FPI en partenariat avec nous, Qualitel, donc il y a maintenant 3 ans, c'est ce que rappelait Franck. Hein. Le principe, donc, c'est que vous ayez un accès gratuit, hein, je le précise, Oui, ça a pareil, été financé par la FPI. Tout à fait, c'est comme Modelo, hein, c'est-à-dire que c'est inclus dans votre... Donc, c'est à votre disposition. Dans votre adhésion, c'est à votre disposition et vous pouvez, comme Modelo, c'est la même chose que les contrats, vous pouvez le mettre à votre logo. Vous pouvez le personnaliser intégralement. Vous pouvez mettre le niveau de détail d'information que vous souhaitez, soit mettre des informations génériques sur la maintenance, soit mettre des informations particulières si vous les avez demandées à vos entreprises. Voilà, c'est vraiment à votre disposition et c'est construit sur la structure de Cléa, mais c'est vraiment là le service gratuit que la FPI met à votre disposition. Voilà, donc vous allez arriver sur quelques illustrations de copies d'écran, donc sur votre espace personnel propre à chaque promoteur, sur lequel vous allez retrouver l'intégralité des livrets que vous avez ouverts ou que vous êtes en cours de création. Et vous allez retrouver donc une proposition de chapitrage qui n'est qu'une proposition. Vous voyez, en cliquant sur le bouton Gérer, vous allez pouvoir changer l'ordre des chapitres, en supprimer quelques-uns, les personnaliser, en rajouter à votre guise. Voilà. Et puis vous avez également accès... Avant que tu n'ailles plus loin, hein, ouais. les chapitres tels qu'ils ont été définis là, c'est un travail qu'on a fait il y a 4 ans, hein, qu'on préparait. On est reparti du livret d'accueil que peut-être certains d'entre vous ont connu. C'est un livret d'accueil papier figé, et on a repris de ces chapitres-là, donc remise des clés, qu'est-ce qui se passe, quelles informations vous donnez à votre acquéreur lorsque vous lui remettez l'appartement, les notions de garantie qu'on avait retravaillé avec la SMA BTP sur qu'est-ce qui est garanti, les garanties biennales, les décennales, la manière dont aussi vous pouvez, vous en tant qu'adhérent et promoteur, accompagner un acquéreur s'il y avait un problème et quelle garantie il peut activer et quelle garantie il ne peut pas activer s'il y a quand même. Il faut quand même un certain nombre de critères. La partie commune et puis tout l'entretien courant des équipements en fonction, soit encore une fois d'équipements génériques comme l'a dit Bertrand, soit des équipements particuliers si vous en avez demandé les fiches de maintenance à vos entreprises. Voilà, donc vous avez en haut à droite donc une proposition d'équipement. Donc ce sont des équipements génériques, qu'on appelle génériques, mais que vous pouvez personnaliser. Si vous voulez préciser que vous avez une pompe à chaleur de telle marque, eh bien vous avez bien sûr le loisir d'aller le préciser et d'aller mettre la notice d'utilisation correspondante. Ce qui est d'autant plus important par rapport aux garanties légales. Par rapport aux garanties décennales. Et par rapport aussi à l'impropriété à destination. C'est ça. Oui, non, mais c'est... Parce que si je me fais l'avocat du diable, Bérangère. Ce qui ne t'arrive jamais. Ce qui ne m'arrive jamais. J'ai installé une pompe à chaleur individuelle dans un logement collectif. Oui. Cette pompe à chaleur est garantie 2 ans par l'industriel. Tout à fait. Mais cette pompe à chaleur, si elle ne fonctionne plus, j'ai plus de chauffage. Je pense que tu vas avoir un petit sujet d'impropriété. J'ai donc un sujet d'impropriété à destination. Un propriétaire à destination, donc, garantie légale, garantie décennale. Mais dans les causes exonératoires, j'ai le défaut d'entretien. Mais si l'entretien est défini dans mon carnet d'information du logement, on ne sait pas comment ça va finir devant le juge. Mais voilà. Donc, ceci nous amène à, pour cet exemple particulier, mais je n'y voyais aucune malice dans mon propos. Mais il est clair qu'il faut faire, je pense, très attention à l'information que vous transmettez. C'est tout l'intérêt de ce livret d'accueil pour que l'acquéreur soit bien informé de la maintenance, des obligations de maintenance qu'il doit mettre en œuvre pour faire fonctionner cet équipement. Et votre responsabilité en cas de défaut de maintenance ne sera pas mise en cause si vous l'avez bien informé sur la maintenance à faire. Si vous ne l'avez pas fait, comme dit Bérangère, on ne sait pas ce que dira le juge. Mais il y a des choses à plaider. J'en profite aussi pour un point d'attention. N'oubliez pas de demander des extensions de garantie sur les équipements de chauffage et d'eau chaude sanitaire individuels, car c'est des équipements qui peuvent mener à l'impropriété à destination et qui donc du coup devront être garantis 10 ans. Y compris en cas de travaux de rénovation. Parce que là, c'est vrai qu'on a un gros prisme construction neuve à la Fédération, mais les choses évoluent et effectivement, on a une jurisprudence sur ce sujet-là.
Voilà, donc vous avez sous les yeux donc une illustration, donc le livrable finalement de cet outil de génération de livret d'accueil. C'est un document Word, un fichier Word, encore une fois volontairement pour être encore personnalisé si vous voulez l'ajuster et rajouter Donc, évidemment, un certain nombre d'éléments. Le nom de l'opération et la photo, votre logo. Visuel. Voilà. Et le format est entièrement libre et vous pouvez le modifier à votre main. Voilà. Sur le livret, sur tous les chapitres, encore une fois, et rajouter autant d'informations que vous voulez, ou pas d'ailleurs, parce que là vous avez un document standardisé qui donne les informations de base nécessaires et à tout le moins l'indispensable. Voilà. L'indispensable. Voilà, et donc j'enchaîne sur le carnet d'information du logement, donc où on va retrouver un certain nombre de similitudes, mais qui est quand même une notion donc réglementaire, cette fois-ci un peu plus riche que ce qu'on vient d'évoquer, que vous connaissez pour la plupart, sans vouloir faire trop long sur le sujet réglementation, mais voici pour ceux qui n'auraient pas lu l'article de loi en question. Donc pour rappel, donc c'est une obligation pour tous les logements neufs, on va parler de logements neufs aujourd'hui, pour les permis de construire à compter de janvier 2023. Donc voilà, les livraisons de ces permis de construire commencent à approcher, donc c'est pour ceux qui ne s'en sont pas encore préoccupés le moment d'eux. Il est de la responsabilité du propriétaire de ce logement et ce carnet qui sera donc à la fois initialisé des données dont vous allez disposer au moment de la construction, mais également mis à jour par le propriétaire, par le copropriétaire de ce logement pendant sa phase d'exploitation et sera ensuite transmis au moment de la mutation au nouvel acquéreur et attesté dans l'acte authentique. Du coup, ça m'amène à une question. L'acte authentique, c'est un acte VEFA. Oui. Et donc, je signe avec un acquéreur avant d'avoir commencé les travaux. Comment je fais pour lui transmettre un carnet d'information du logement ? Alors, on a des dispositions en fait spécifiques pour la VEFA qui permettent, un peu comme le DPE, la remise du carnet d'information du logement au moment de la livraison, puisqu'effectivement au moment de l'acte de vente c'était un petit peu compliqué. Voilà, donc on a des dispositions spécifiques, mais après effectivement une fois que le logement neuf est livré, c'est un carnet l'esprit du dispositif, c'est qu'il vive et qu'il soit enrichi quand il y a des travaux qui sont réalisés dans le logement et qui soit transmis aux acquéreurs successifs. Donc on a bien une disposition légale spécifique qui permet de transmettre ce carnet à la livraison. C'est ça. On a une circulaire sur le sujet que maintenant vous pourrez retrouver puisqu'on vous a montré où c'était dans le site. Comme le diagnostic de performance énergétique qui est transmis à la livraison. Tout à fait. Mais ce qui m'amène à répéter le préambule, n'oubliez pas de demander dans vos contrats de construction les informations qui seront nécessaires. Maîtrise d'œuvre, parce qu'au niveau de la conception, on va identifier les matériaux et dans les marchés de travaux pour avoir les informations nécessaires. Pour que les entreprises transmettent les informations nécessaires. Voilà, donc la solution Cléa que vous allez apercevoir, donc développée par Qualitel, donc c'est une solution de référence. Il y a plus de 200 000 logements aujourd'hui qui ont fait ce choix. Voilà, principalement en construction neuve, mais je précise aussi que Cléa existe aussi pour la rénovation de logements existants, puisque c'est le deuxième cas d'obligation lorsqu'il y a une rénovation énergétique. Voilà. Et donc le principe de Cléa, c'est que vous avez finalement schématiquement deux espaces. Vous avez les informations de ce qu'on appelait la résidence, voilà, pour plutôt les parties communes et les informations copropriété, où vous allez pouvoir, en tant que promoteur, déposer des documents comme un DOE, un DIUO, voilà, qui sont tous les plans. Alors, je rappelle que le DUO, dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, est réglementaire et réglementé. Le dossier des ouvrages exécutés n'est pas réglementaire, n'est pas réglementé, il est à votre main. On travaille d'ailleurs à ce sujet. On va faire un webinaire dans l'année 2025 sur le sujet, puisque on a une convention qui a été signée lors du congrès de l'Union sociale pour l'habitat en septembre dernier. Donc entre la HPI, l'USH, CDC Habitat, Action Logement, et j'en oublie sûrement, qui a pour enjeu de créer un dossier des ouvrages exécutés standardisé numérique. Donc qui permettrait à tous les promoteurs d'avoir un standard de base des informations qu'un acquéreur, qu'il soit institutionnel quand c'est du logement social ou particulier,
pourrait avoir de manière standardisée et systématique et que nous, promoteurs, pourrions demander à nos entreprises de construction et maîtrise d'œuvre en amont, de manière à ce que vous ayez une vie facilitée avec des documents qui sont toujours les mêmes, quelles que soient les opérations que vous livrez. Parce qu'aujourd'hui, le DOE, malheureusement, c'est quand même un grand espace inconnu, d'incertitude, d'opacité et d'inutilité surtout. Et on fait travailler beaucoup de gens à faire des photocopies pour des documents qui n'ont que très peu, voire pas du tout d'usage. Et ça, on va l'intégrer dans le modèle de contrat de marché de travaux FPI et les contrats de maîtrise d'œuvre FPI. Absolument. Et ce sera ensuite intégré dans le livret d'accueil quand ce sera au point. Tout à fait. Donc une partie documentaire et puis une partie équipement. Voilà, c'est le deuxième. Donc équipement, vous l'avez compris, collectif. Alors on parle des équipements de la résidence, ascenseurs. D'ailleurs, il y a, je collectif. crois, Bertrand, un carnet d'information des espaces collectifs pour les administrateurs de biens. Ou pas. Ou est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a une obligation pareille pour les administrateurs de biens de conserver une information sur les équipements collectifs? Il y a le DIO. Pas à ma connaissance. Mais pas le carnet d'information du logement. Non. Il n'y a rien qui... Alors, c'est important de préciser que cet espace qu'on a appelé résidence, là, il n'est pas réglementairement obligatoire. C'est pas le carnet du logement, ça. Parce qu'on n'est pas dans le logement, on est dans la résidence. D'accord. Le réglementaire, c'est le slide suivant, c'est quand on va zoomer sur le logement. C'est ça. D'accord. Mais il nous a semblé, lorsqu'on a créé ce service, évident que c'était vraiment l'occasion d'aller également y prévoir la possibilité de stocker les informations clés de la résidence. Et puis vous avez donc le pendant à l'échelle du logement, c'est celui-ci qui est réglementaire. Vous avez retrouvé, vous apercevez sur la partie gauche, donc les documents que la réglementation demande, donc des plans, des schémas de réseau, des fiches techniques descriptives de la performance des matériaux et des équipements installés, les notices d'utilisation, les diagnostics réglementaires, type DPE, audit énergétique, ce type de choses. Et puis, il y a également, lorsqu'on est en phase d'usage du logement, les attestations d'entretien. Donc, le propriétaire ou son locataire, le cas échéant, puisqu'il peut ouvrir un accès à son locataire, doit pouvoir déposer et attester du bon entretien effectué auprès des équipements. Vous apercevez aussi les équipements du logement, partie privative, quelques exemples d'une hotte, d'une VMC, d'une centrale de régulation. Et puis le suivi des consommations. Le suivi des consommations, donc la possibilité de connecter son compteur Linky ou Gaspard le cas échéant. Ça aussi, ça n'est pas une obligation réglementaire, mais c'est une possibilité qu'on a prévue dans Cléar pour pouvoir sensibiliser à la maîtrise des consommations. Et vous apercevez le petit graphique en bas à droite qui permet de comparer deux périodes de conso entre elles et du coup de mesurer des efforts, par exemple de sobriété énergétique quand on va baisser un peu son thermostat, de mesurer concrètement ce que ça fait gagner, ou lorsqu'on fait des travaux, de voir l'impact des travaux plus facilement. Et j'insiste sur les données sur la maintenance, bien informer sur les besoins et les obligations de maintenance, notamment sur les équipements type chaudière ou PAC qui font une obligation de maintenance, et la possibilité pour l'acquéreur, et c'est tout l'intérêt, de conserver les attestations d'entretien qui lui garantissent l'assurance que le produit a été traçabilité et de garantie très important. Voilà. Et j'ajoute la valorisation du patrimoine dans une perspective de revente. C'est aussi l'opportunité de montrer patte blanche sur le bon entretien ou la bonne qualité des travaux effectués pendant qu'on a été propriétaire. Lors d'une vente, absolument aussi. Voilà sur le principe général. Donc on a essayé de concevoir une façon de mettre en place la plus simple possible. Donc vous avez depuis votre espace membre un accès avec un formulaire de déclaration assez simple. Et puis vous serez contacté par les équipes opérationnelles de Cléa si vous avez fait une demande en général 3 mois avant la livraison pour fournir les informations nécessaires à ce qu'on appelle l'initialisation des espaces. Voilà, j'insiste beaucoup, vous avez le livret d'accueil qui lui est gratuit, et quand vous avez demandé les informations du livret d'accueil, vous avez la possibilité ensuite de contracter avec Cléa pour la mise en place du carnet d'information du logement réglementaire cette fois-ci. Ceci est un service payant. Vous avez les prix sous les yeux, donc 30 € par logement, 200 pour la résidence. Alors ce sont, et plus en bas, une prestation d'initialisation des données proportionnelle à la taille de l'opération. Voilà.
J'ai perdu le fil, je voulais ajouter un point, mais ça va revenir. Non, donc on est bien sur un coût d'initialisation qui est la ligne du bas, en fonction du nombre de logements dans la résidence, et ensuite un coût fixe de 30 € hors taxe. Voilà, ce que je voulais préciser, c'est que c'est un coût fixe, ça n'est pas un abonnement, c'est-à-dire que le copropriétaire acquéreur ne va pas se retrouver avec un abonnement à payer pour la continuité de service. Ce sont des prix uniques, on paye en une seule fois, one shot, c'est le terme anglais que je voulais éviter, donc prix qu'on paye en une seule fois. Désolé. Et la durée de vie et la durée de 20... J'ai mis ça en place. Quelle durée vous donnez à ce carnet? Alors, il a une durée qu'on qualifie d'illimitée, ou plus précisément, tant que je suis propriétaire de mon logement, j'ai accès au service clair. D'accord. Voilà. Et donc, le jour où je revends, c'est le nouvel acquéreur qui paiera. De manière concrète, moi, promoteur, je mets en place le carnet d'information du logement pour Monsieur X qui a acquis ce logement. Monsieur X a un droit d'accès. S'il n'y fait rien, s'il n'y émet aucune information, s'il ne le consulte jamais, il a le droit d'accès illimité, dans le temps, j'entends. Mais par contre, si c'est plus Monsieur X qui est propriétaire et qui le vend à Monsieur Y, lui, devra... S'il veut effectivement accéder à son espace clair, il devra payer l'équivalent des 30 € pour accéder pour réaccéder à son espace. D'accord. Et dans Cléa, il y a un bouton « Je vends mon logement » qui permet de transférer tout simplement. Donc on va archiver pour le vendeur l'historique de toutes ces données et il va transmettre les clés d'accès numériques. Donc en fait, une fois que le promoteur a payé une fois, l'acquéreur peut, pendant toute la durée de vie du logement, disposer, rajouter des informations, mettre à jour gratuitement. Tout à fait, c'est important de le préciser. Ah oui, c'est très important. C'est pas un cadeau empoisonné, entre guillemets, voilà. C'est gratuit pendant toute la durée de vie du logement. Tout à fait. Donc votre modèle économique aujourd'hui est basé uniquement sur le paiement en entrée à la création. En la création. Exactement. D'accord. Tout à fait. Très bien. Parfaitement clair. Parfaitement clair. Je crois que c'était tout. C'est tout à fait. Merci. Alors, avant de passer la parole, on avait une question pour vous, pour Buildozer. Si, en termes de coûts, 2 utilisateurs en province avec une quantité limitée de faisabilité, quelle gamme de tarification? J'ai pas tout en tête, pour être transparent. C'est un prospect chaud, là. Attention à ce que vous allez répondre. Mais ça sent le contrat, quand même. J'invite la personne intéressée à me contacter, sachant que, bien évidemment, en fonction des régions... Ce sera moins cher que ce que... Bien évidemment, ce sera moins cher. Voilà. Donc j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à me contacter et puis creuser le sujet aussi, parce que il y a bien évidemment des prix qui sont modulés en fonction du service, en fonction de l'accompagnement également. Très bien. Et donc, si on a un souci avec un client, notamment après la livraison, mais peut-être pas que, l'AFPI vous propose d'adhérer à Medimo Conso, donc qui est une association GUE, on va en reparler, voilà, de médiateurs de la consommation. Donc je rappelle, là aussi, on a une circulaire, alors qu'on va réactualiser du fait de la nouvelle convention triennale qui est conclue avec Medimo Conso, puisque la loi nous impose une convention triennale. Donc, je vous rappelle que vous devez tous désigner en tant que professionnel, lorsque vous concluez un contrat de vente ou de prestation de service avec un consommateur. C'est d'ailleurs dans le contrat standard. On a la clause dans le contrat de réservation sur la plateforme Modelo. Où il vous appartient de choisir le médiateur. Voilà, tout à fait. Donc, pour vous accompagner au moment de la mise en place de cette obligation qui remonte à 2016, l'AFPI a conclu une convention avec Medimo Conso. Et donc vous propose de désigner, vous avez le choix des médiateurs, c'est sur le site de la DGCCRF si je ne dis pas de bêtises. Mais donc si vous avez désigné, une fois que vous avez désigné votre médiateur de la consommation, vous devez en faire mention sur le site internet de votre société et dans les documents contractuels. Je vais m'arrêter là et céder la parole à Anne Laruelle, donc présidente de Medimo Conso, qui va vous rappeler tout ça et qui va vous parler plus concrètement de ce que c'est que la médiation de la consommation. Merci Bérangère, bonjour à tous, mais je n'ai quasi plus rien à dire. Bon alors, Medimo Conso tout d'abord. Donc moi je suis administratrice et médiateur donc, du GIE Medimo Conso, qui est en fait un organisme de médiation de la consommation qui a été agréé par la CECMC, donc cet organisme qui chapeaute toute la médiation de la consommation. On a été agréé en septembre 2016 et nous sommes référencés
exclusivement pour les professionnels de l'immobilier, de la construction, promotion immobilière, travaux du bâtiment. Il y a des médiateurs sectoriels, c'est ça. Voilà, il y a des médiateurs donc sectoriels, il y a des médiateurs qui sont généralistes. Nous avons fait le choix d'être médiateurs uniquement dans le secteur de l'immobilier, promotion, construction. Donc à l'heure actuelle, nous avons 14 500 adhérents. Et nous nous dirigeons environ vers 1700 demandes de médiation sur 2024. On en avait 1250 sur 2023. Voilà. Et dans ces 1700 demandes, c'est quoi? C'est des problèmes avec les promoteurs? C'est des sujets de construction? Alors, c'est très large. C'est-à-dire qu'on va voir effectivement que la médiation de la consommation, ça peut arriver dans tout le cycle de vie d'un programme immobilier. Donc on va le voir, mais effectivement, il y a plusieurs catégories. Pour les promoteurs, c'est retard de livraison, c'est un problème de non-conformité, malfaçon, la non-levée des réserves. Donc il y a plusieurs catégories, mais on est un peu dans tout, mais on va en parler. Donc, nous sommes référencés exclusivement, comme je vous le disais, dans le secteur de l'immobilier. Nous avons plusieurs médiateurs répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain et nos médiations sont exclusivement faites par entretien téléphonique ou en visioconférence ou par entretien présentiel. Donc nous n'exerçons pas notre métier via une boîte aux lettres, via des mails. Donc c'est extrêmement important de le savoir. Toutes nos médiations avec nos médiateurs sont faites par entretien. Alors beaucoup en visioconférence, oui, ça marche très bien. Un peu plus. C'est ça. Oui, tout à fait, tout à fait, et un peu également en présentiel. Voilà. Mais c'est important ce que dit Bérangère, c'est qu'effectivement vous couvrez aussi l'outre-mer et notamment je pense à nos collègues à La Réunion. Absolument, on couvre également l'outre-mer. Absolument, absolument. Nous sommes répartis sur les territoires métropolitains, mais nous prenons bien entendu des médiations et des demandes de médiation sur l'outre-mer, absolument. Alors, donc la répétition, votre obligation à vous, c'est depuis le 1er janvier 2016, c'est de désigner un médiateur de la consommation, de mentionner ses coordonnées sur votre site internet et dans tous vos contrats. Si vous ne le faites pas, attention, risque d'amende administrative jusqu'à 15 000 € par personne morale. Donc il faut vraiment être vigilant. C'est-à-dire par société de projet. C'est ça. Ça fait beaucoup. Ça peut faire beaucoup. Et il y a de plus en plus, de contrôle de la contrôle, c'est la DGCCRF. C'est la DGCCRF, la DDPP. Nous avons des demandes régulières de la DDPP qui nous demandent si telle société est adhérente à nos services. Et nous sommes tenus, bien entendu, d'y répondre. Voilà. Alors, comme Bérangère vous l'a dit, nous sommes donc Medimo Conso et médiateur de la consommation pour la FPI depuis 2016 et nous en arrivons à la 4e convention signée. Donc, merci de votre confiance. Alors, très attention, c'est pas parce que vous êtes adhérent à la FPI qu'automatiquement vous êtes adhérent à Medimo Conso. Et ce n'est pas parce que vous faites adhérer votre holding à Medimo Conso que toutes vos structures de programme sont adhérentes à Medimo Conso. Donc il est très important que vous fassiez vous-même la démarche parce que vous avez entendu que c'est une proposition d'adhérer à Medimo Conso, mais après vous choisissez votre médiateur librement. Mais ce qu'il faut que vous fassiez, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de vous rendre sur le site internet de Medimo Conso, vous allez dans l'espace réseau fédération, vous cliquez sur le logo FPI et vous rentrez le code d'accès qui vous a été communiqué par la FPI. Et chose très simple, que vous ayez 30, 300 ou 5 structures de programme, vous pouvez télécharger et téléverser l'ensemble, donc un fichier Excel avec la dénomination et les numéros SIRET de vos structures de programme. Ça se fait en quelques clics. Et vous avez votre contrat d'adhésion et vous êtes couvert. Avec l'ensemble des SIRET, voilà. 5, 10, 300 sociétés de projet. Exactement. Le principe essentiel, c'est d'avoir à votre disposition votre tableau Excel avec à gauche les 14 chiffres du SIRET de vos structures de programme et à droite leur dénomination. Donc les filiales régionales pour les groupes nationaux et les structures support et les sociétés pour de les toutes les SCCV. Exactement. Et je dirais surtout les structures support, puisque c'est elles qui signent. Alors vous avez parfois des structures qui signent des contrats de réservation avant de monter votre structure de programme, et ça c'est absolument essentiel.
Et le code confidentiel, donc on vous le transmet par mail, donc soit contact@fpifrance.fr, soit mon adresse mail. Et ça, on le rappellera dans la note aussi la circulaire FPI. Donc je vous disais qu'on va mettre à jour de la nouvelle convention Médimo-Conso. Alors voilà, justement, nouvelle convention. Donc nous avons signé une nouvelle convention qui nous emmène en période d'application jusqu'au 14 octobre 2027. Donc si vous adhérez à Médimo-Conso demain ou après-demain ou même dans un mois, mais je ne vous le conseille pas, faites-le tout de suite, eh bien vous êtes couvert pour la durée de la convention cadre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc jusqu'au 14 octobre 2027. Donc ceux qui ont, parce que ça on va avoir la question, ou en tout cas j'anticipe, mais vous avez déjà en fait pour certains d'entre vous fait l'adhésion sur le site de Médimo-Conso au titre de la précédente convention. Malheureusement, on n'a pas l'autre choix, on renouvelle la convention et il faut renouveler l'adhésion justement pour les contrôles. Et à propos des contrôles, quand on adhère à Médimo-Conso sur le site de Médimo-Conso, à la fin de l'adhésion en ligne, vous avez un document PDF, une attestation d'adhésion qu'il faut conserver précieusement, parce que si vous avez un contrôle de la DGCCRF, alors il y a des contrôles des médiateurs, il y a aussi des contrôles des professionnels, il faut avoir cette attestation à portée de main pour pouvoir justifier d'avoir à la fois désigné et adhéré à votre médiateur de la consommation. Tout à fait. Donc, vous recevez en effet sur l'adresse mail que vous avez renseignée lors de votre inscription sur notre site le contrat d'adhésion avec évidemment la liste de toutes les structures de programme que vous avez fait adhérer, c'est-à-dire votre tableau Excel. Voilà. Ça, c'est pour l'adhésion. L'adhésion, elle est gratuite puisqu'elle est prise en charge par la FPI. Donc, vous ne payez pas de coût d'adhésion. Ce que vous pouvez payer, c'est les forfaits de médiation. Alors là, on a fait un petit peu évoluer, on s'est adapté à la pratique, c'est-à-dire que là, nous, avec la nouvelle convention, nous avons un forfait 3 entretiens, donc distanciel, qui est de 400 € hors taxe. Et suivant la complexité de la médiation, eh bien, il est possible d'avoir un entretien complémentaire. Et l'entretien complémentaire, ça se décide évidemment au cours de la médiation avec le médiateur. C'est 150 € hors taxe pour les entretiens distanciels. Et entretien complémentaire, entretien présentiel, on est sur 800 € pour les forfaits 3 entretiens et 300 € hors taxe pour l'entretien complémentaire. Ça, c'est vraiment le forfait médiation. Alors on le rappelle, la médiation de la consommation, elle est gratuite pour le consommateur, c'est le professionnel qui rémunère le médiateur. C'est la loi. Exactement. C'est la loi. Alors, quelques nouveautés. Donc, au niveau de Médimo-Conso, nous avons fait évoluer nos outils informatiques et vous allez avoir un accès espace adhérent où vous allez pouvoir récupérer votre contrat d'adhésion si vous ne mettez pas la main dessus. Vous allez pouvoir aussi modifier les coordonnées de votre interlocuteur s'il change en cours de route et vérifier et mettre à jour donc l'adhésion de vos structures adhérentes. Voilà. Alors, un autre service complémentaire que nous mettons en place à partir des saisines reçues en 2025, donc si votre service client souhaite avoir donc un relais ou une restitution du nombre de médiations et de demandes de médiation que nous avons reçues concernant vos structures, eh bien, vous pourrez nous faire un simple mail en nous demandant ce tableau. Donc, ça sera un tableau évidemment complètement anonymisé, ce qu'on appelle une grille de saisie annuelle qui va vous permettre de savoir combien de demandes de médiation on a reçues, quel a été leur sort, quelle était la catégorie du litige, est-ce qu'on était sur un retard de livraison, des défauts, des malfaçons. Donc tout ça sera noté dans la grille de saisie, et puis le sort de ces demandes de médiation, est-ce qu'il y a eu médiation ou pas, et quel a été le sort de la médiation. Et ça, c'est pour un tarif forfaitaire aussi de 150 € hors taxe par grille de saisie annuelle. Et c'est en fait, vous consolidez, parce qu'on a eu la demande de quelques adhérents, donc c'est un service complémentaire, effectivement, nouveau qu'apporte la nouvelle convention. C'est en fait, vous consolidez au niveau d'un groupe, c'est ça, les saisines. C'est ça. Via les différentes structures supports sur l'ensemble du territoire. Absolument, absolument. Voilà, donc ça c'est un service complémentaire qui sera possible à partir des saisines reçues en 2025. Voilà, donc ça c'est pour le service Médimo-Conso, votre obligation. Maintenant, je rentre un peu plus dans ce qu'est finalement la médiation de la consommation pour ceux qui ne sont pas encore informés ou qui s'interrogent. Donc,
la médiation, c'est un processus structuré et volontaire qui permet à des parties en litige de trouver une solution à leur litige avec l'aide d'un médiateur qui est un tiers neutre, indépendant, impartial. Neutre, il ne donne pas son avis. Indépendant, il dépend de personne. Impartial, il ne prend pas parti. Le médiateur, il est là pour faciliter le dialogue avec votre client dans le cadre d'un processus structuré et tenter de trouver une solution à votre litige. Alors, sachant que la médiation de la consommation, elle intervient lorsqu'il y a eu une saisine préalable de l'acquéreur auprès du service après-vente du promoteur et qu'il n'y a pas eu en fait de règlement de ce différend-là, l'acquéreur et l'acquéreur seulement, je crois que vous allez y revenir, peut saisir le médiateur de la consommation qui est désigné dans le contrat ou le site internet. Donc c'est pas quand un acquéreur a un problème avec le promoteur, il peut pas directement saisir le médiateur de la consommation. Il doit déjà tenter de régler le sujet avec le promoteur. Et s'ils n'y parviennent pas, l'acquéreur peut saisir le médiateur de la consommation. Oui, c'est une des spécificités de la médiation de la consommation. Seul votre client, personne physique d'ailleurs, peut saisir le médiateur de la consommation. Donc si vous avez c'est important, c'est seulement les personnes physiques. Oui, c'est-à-dire qu'une SCI, une SCI à l'heure qu'il est n'a pas le droit de saisir le médiateur de la consommation. Alors ça pose quelques difficultés quand on rejette, mais c'est autre chose. Mais donc si vous avez un client qui n'est pas content de vos services, qui est mécontent, il doit d'abord effectivement introduire une réclamation écrite, sinon c'est pas recevable au niveau de la médiation de la consommation, au titre de la médiation de la consommation, mais vous pouvez bien sûr lui dire, saisissez le médiateur que nous avons désigné. Parce que si vous venez vers nous, on va être obligé de vous dire qu'on ne peut pas prendre en charge votre demande quand elle vient du professionnel. C'est légal, c'est la loi. Voilà. Donc ça, le processus de médiation, donc c'était évidemment un processus structuré. Il est très important de dire que la médiation, c'est pas une obligation, vous l'avez compris, c'est pas un processus d'accompagnement d'une partie contre l'autre. Ce n'est pas non plus une voie de recours et c'est pas non plus une conciliation. Et c'est pas une négociation. Et c'est pas une négociation. Bon. Le médiateur, c'est un tiers neutre, indépendant, impartial. C'est évidemment pas un conseiller, c'est pas un expert technique, ça n'est pas une boîte aux lettres et ça n'est pas un conciliateur. Donc il faut vraiment donc bien avoir en tête ces éléments. Alors, comment ça se passe? Le déroulement, comme je l'ai déjà dit, il y a 3 phases. On a une phase recevabilité, qui pour vous est en temps masqué, je dirais. Le médiateur reçoit une réclamation d'un de vos clients. Est-ce qu'elle est recevable? Est-ce qu'elle n'est pas recevable? Si elle, par exemple, le consommateur ne vous a pas saisi au préalable, elle n'est pas recevable parce qu'il doit d'abord vous saisir d'une réclamation écrite. Pas nécessairement un courrier recommandé, un mail suffit, mais il doit d'abord vous saisir et tenter de trouver une solution avec vous avant de nous saisir nous. Si c'est pas recevable, nous expliquons pourquoi et vous n'en entendez pas parler. Si c'est recevable, dans ces cas-là, nous vous adressons une lettre de mission. Donc, c'est-à-dire qu'on vous envoie un courriel en vous indiquant l'existence de cette réclamation, l'identité du réclamant, bien entendu, et l'objet de la réclamation, et on vous rappelle les tarifs de médiation, et on vous sollicite pour entrer en médiation. Alors, c'est là où c'est important, au moment de l'adhésion sur le site de Medimo Conso, de désigner l'interlocuteur et donc votre porte d'entrée chez le promoteur quand il y a une saisine d'un client. Très, très important. Effectivement, parfois, bien entendu, vous êtes nombreux. Parfois, il y a des personnes qui changent. N'hésitez pas à nous adresser, évidemment, le changement d'interlocuteur. Ce que vous pourrez faire, d'ailleurs, très facilement dans votre espace adhérent en 2025. Sinon, nous risquons d'envoyer une lettre de mission à la mauvaise personne et du coup, vous n'êtes pas au courant et ça n'arrive pas au bon bureau, ce qui est un peu dommage. Surtout qu'on a des délais. Surtout qu'il y a un délai, bien entendu. Donc, vous avez 2 options quand vous récupérez la lettre de mission de notre part. Soit vous refusez la demande de médiation et dans ce cas-là, communiquez votre refus au médiateur. Attention, vous n'êtes pas obligé de communiquer toutes les raisons pour lesquelles vous refusez. Il faut simplement que vous vous positionnez, sachant que le médiateur, lui, il va communiquer votre refus, dire simplement votre refus au consommateur et il va clôturer sa mission. Mais il ne va pas expliquer pourquoi. Ce n'est pas la mission du médiateur. Le médiateur ne rentre pas dans le litige à ce moment-là. Mais par contre, il faut le communiquer. Il faut d'autant plus le communiquer qu'à l'heure qu'il est, ça peut devenir une obligation. C'est-à-dire que la directive européenne de 2013, qui a été transposée en 2015 en droit français, qui a donné lieu à la médiation de la consommation, est en train d'être revue. Il y a une proposition de modification
qui tendrait à rendre obligatoire la réponse du professionnel Donc, au la médiateur. motivation du refus, en fait. Pas la motivation, Mais simplement la Simplement réponse. la réponse. La réponse. Et la commission d'évaluation et de contrôle est favorable à cette obligation. Donc, je dirais, mettez-vous en marche et en plus, c'est très important que vous puissiez nous répondre parce que comme ça, il n'y a pas de méprise. Notamment quand il peut y avoir un Il y a sujet pas de de méprise. garantie légale, puisque les délais ne sont pas... Il y a un sujet de prescription, en fait. Voilà, on va y arriver. Soit vous acceptez d'entrer en médiation, et dans ces cas-là, le médiateur, évidemment, organise les réunions de médiation en visioconférence ou en présentiel. Alors, les dialogues se mettent en place. Comme je vous disais, ça passe toujours, la médiation chez Medimo Conso passe toujours par le dialogue. Donc, soit au cours de la réunion de médiation, il y a un accord qui se dessine. Si vous souhaitez le formaliser par écrit, encore une fois, le médiateur ne rédige pas l'accord, ce sont les parties qui rédigent l'accord. S'il y a un désaccord persistant, c'est une deuxième spécificité de la réglementation de la consommation. Le médiateur va vous proposer une solution à vous et votre client que vous serez libre d'accepter ou de refuser en un délai qu'il détermine dans son courrier. Sachant que si vous ne répondez pas à cette proposition de solution, ça équivaut à un refus. Voilà pour le processus. Alors, les atouts de la médiation, la confidentialité. Tout ce qui se dit et s'échange en médiation reste confidentiel. On a des coûts maîtrisés et raisonnables. Je vous ai parlé tout à l'heure des coûts des médiations. On est très très loin des coûts d'une procédure judiciaire. En plus, c'est forfaitaire, donc il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Vous avez des délais maîtrisés et adaptés au litige, puisque normalement une médiation de la consommation doit se produire dans un délai de 90 jours. Mais il y a une possibilité de prorogation par le médiateur, donc il y a une souplesse en cas de complexité du litige. Et on a vu que la plupart puisque les médiateurs sont tenus de publier un rapport d'activité annuel, donc chaque année, dans le cadre du rapport d'activité FPI, on rend compte notamment du rapport d'activité de Medimo Conso, et effectivement, les délais sont assez réduits comparé par un litige en première instance. Absolument. Notamment puisqu'on est de mémoire aux alentours. On est dans les 2-3 mois maximum. Oui. Alors parfois ça dure un petit peu plus longtemps quand c'est plus complexe. Mais la majorité la majorité se passe vraiment dans les 3-4 mois. Non, ça se suit très très bien. Vous pouvez mettre en place dans l'accord de médiation une solution qui est complètement personnalisée, parce que la médiation, c'est un processus, il y a un cadre, mais à l'intérieur, c'est extrêmement souple. Comme c'est vous qui allez établir le dialogue finalement, vous pouvez proposer une solution qui est complètement personnalisée et qui est parfois improbable, mais qui marche. Voilà. Alors, 2 points essentiels. Quand il y a une médiation, les délais de prescription sont suspendus. Donc ça, c'est la loi, l'article 2238 du Code civil. Et il y a une jurisprudence qui a été rendue très récemment parce qu'on se posait la question sur les délais de forclusion. Qu'est-ce qui se passe au niveau des délais de forclusion ? C'est un impact sur les garanties légales. Voilà, exactement. Eh bien, cette jurisprudence indique que quand il y a une médiation, le délai de forclusion est également suspendu en se basant sur le droit européen. Donc ça, pour l'instant, c'est pas la loi, c'est la jurisprudence, mais donc il y a une attention à avoir là-dessus. Et puis évidemment, quand vous faites une médiation, à l'issue de la médiation, vos droits sont préservés, sauf si vous signez un protocole d'accord où vous renoncez à un droit et que votre client renonce à un droit, mais en tout cas, vos droits sont préservés, les droits de votre client aussi, et le recours en justice est toujours possible. Alors, un petit retour de la pratique sur 2023 pour les adhérents FPI. Donc, en 2023, on a reçu 153 demandes de médiation. Alors, au niveau de la catégorie du litige, on a eu 45 pour des retards de livraison, des malfaçons un petit peu moins, non-conformité, on en a reçu 24, non-levé des réserves 28. Donc, voilà, c'est la catégorie du litige. Ça, c'est une grille, dans la grille de saisie que vous demanderiez, cette catégorie du litige sera mentionnée. Et donc, on a eu 40 sur ces 153 qui n'étaient pas recevables, dans la grande majorité des cas, parce que la structure contre laquelle la réclamation était dirigée n'avait pas adhéré à Medimo Conso.
Donc là, je reviens un petit peu en arrière. Faites adhérer vos structures de programme et ne pensez pas que si vous avez fait adhérer une structure, toutes les autres sont adhérentes. C'est très important. Sur celles qui ont été recevables, donc il y en a 109, on a eu soit absence de réponse du professionnel, soit refus au nombre de 79. Donc je vais vous parler après des exemples très concrets de médiation pour que vous puissiez vraiment bien avoir en tête ce qui est intéressant dans cet outil qu'est la médiation de la consommation. Et nous avons eu 30 médiations avec 21 accords de médiation, soit accords de médiation, soit propositions de solution acceptées par les deux parties. Et pour le reste, on a eu la proposition de solution qui a été faite, mais qui a été refusée par l'une ou l'autre partie, soit le professionnel, soit votre client. Voilà pour le retour sur 2023. Et donc, maintenant, quelques exemples concrets de médiation. Nous avions dans le premier cas un consommateur qui avait fait un investissement Pinel Outre-mer. C'est une opération qui a pris beaucoup de retard. Presque 2 ans de retard, de telle manière que l'investissement Pinel, il y avait un point d'interrogation derrière, puisque le délai et la condition du délai d'achèvement de travaux n'était pas remplie. Donc nous avions devant nous un consommateur très stressé, qui en plus sur cette affaire-là avait son prêt était complètement débloqué alors que la livraison n'était pas encore intervenue au moment de la médiation. Et le professionnel de l'autre côté, bien entendu, avait eu beaucoup de difficultés, avait son retard de livraison, avait sollicité un rescrit fiscal qui se faisait attendre. Et donc, la médiation a permis de mettre en place des étapes, puisque le consommateur sollicitait une indemnisation auprès du professionnel. Et donc, cette indemnisation, elle était difficilement quantifiable puisque la livraison n'avait pas eu lieu et le rescrit fiscal, il était en attente. Eh bien, la médiation a permis, avec son processus, de pouvoir faire des étapes. Et au cours de la médiation, l'immeuble a été achevé, il a été livré. Le consommateur refusait d'en prendre livraison parce qu'il attendait le rescrit fiscal, ce qui crispait davantage les choses. Et le rescrit fiscal a fini par tomber et a admis l'investissement Pinel. C'est vraiment un conte de fées. Et donc, je vous assure que c'est pas un conte de fées. Et donc, l'accord de médiation a pu avoir lieu parce que, eh bien, les parties ont pu après s'entendre sur une indemnisation et ça s'est terminé comme ça. Le deuxième exemple, c'est une affaire qui est complètement différente. C'était un monsieur qui avait acheté pour sa maman au dernier étage d'un immeuble un appartement avec la promesse d'une vue magnifique sur les environs. Et lorsque le bien a été livré, ce monsieur s'est aperçu que si sa maman était assise dans son fauteuil, elle avait le garde-corps devant elle et elle n'avait pas cette vue magnifique qu'il imaginait. Il était très crispé sur le sujet. Du côté du promoteur, le promoteur avait fait son travail, le garde-corps était, la hauteur du garde-corps, c'était réglementaire, au niveau technique, il était complètement dans les clous, donc de son côté à lui, c'était compliqué d'entendre ça. Et donc la médiation a permis de décristalliser complètement le sujet qui était cristallisé, d'autant plus que les parties se parlaient et avaient essayé de trouver des solutions. Les solutions techniques, on ne peut pas bouger le garde-corps, c'est pas possible. Rehausser de l'appartement, c'était pas possible. Une indemnité, le promoteur ne voulait pas en entendre parler. Bref, ils avaient vraiment discuté. Ils avaient discuté et ils avaient éliminé des solutions qui sont arrivées comme ça en médiation. Eh bien, l'accord de médiation, en tout cas la médiation a permis de décristalliser les points de vue, qui est une meilleure compréhension des points de vue, et il y a eu donc un accord de médiation là-dessus, sans indemnisation. Une solution comme vous dites, complètement personnalisée. Vous lui avez acheté une chaise haute. Oui, c'est ça. On va sur un tabouret de bar. Non. C'est confidentiel. Tant pis, on ne saura pas. C'est confidentiel, mais il n'y a pas eu une indemnisation en tant que telle, dans le sens un versement de fonds de la part du promoteur qui ne voulait pas en entendre. Ça va nous torturer toute la journée. D'accord.
Le troisième exemple, c'est une opération qui a été abandonnée suite à un refus de permis. Donc ça fait un petit peu écho. Voilà. Donc c'est un promoteur qui a donc signé un compromis de vente donc avec un propriétaire particulier vendeur d'un grand terrain avec un certain montant. Donc le promoteur a fait toutes ces faisabilités, etc. Et c'est une opération qui était soumise à l'architecte des bâtiments, visa de l'architecte des bâtiments de France. Donc parfois ça complique quelque peu les choses. Systématiquement. Et donc le temps passe, le promoteur fait son travail et puis sollicite le propriétaire pour un avenant parce que il y avait des difficultés, il avait déjà eu un refus de permis de construire, il voulait retravailler les choses, etc. Et puis en fin de compte, il a dû abandonner l'opération, donc il a écrit au propriétaire vendeur qui évidemment s'est retrouvé dans la situation dans laquelle il était 2 ans auparavant, sans indemnité bien sûr, puisqu'on avait la condition suspensive d'obtention de permis classique naturellement. Et donc là, le propriétaire vendeur nous a saisis. Le promoteur a accepté d'entrer en médiation. Et la médiation a permis au promoteur de bien expliquer tout ce qu'il avait fait au propriétaire qui considérait qu'il n'avait rien fait et qu'il n'était pas informé. Or, le promoteur a pu expliquer au cours de la médiation l'ensemble des étapes et ce que ça faisait pour lui d'avoir un abandon d'opération. De telle manière qu'il y a eu un apprentissage mutuel. Un accord, parfaitement, un accord de médiation à la suite de ça, puisque évidemment le particulier qui ne connaissait rien à la promotion immobilière, évidemment, a pris un apprentissage mutuel. Et de l'autre côté, le promoteur a pu aussi comprendre pourquoi il expliquait qu'il n'était pas informé, alors que le promoteur avait l'impression qu'il avait vraiment tout fait et très bien informé. Dernier point, les échanges avec le client dans le cadre des TMA. Ça, c'est une médiation qui a eu lieu. Pas de problème de livraison, pas de problème de demande d'indemnisation. C'est un particulier qui avait signé un contrat de réservation et qui souhaitait donc modifier des choses. Donc il avait sollicité des TMA. Et donc il décortiquait l'ensemble des devis et des éléments qui lui étaient communiqués par le promoteur et posait des questions très très précises. Et le promoteur répondait ou faisait répondre et transmettait les éléments donc aux maîtres d'œuvre et aux entreprises, mais le particulier considérait qu'il n'avait pas les réponses à ces questions. Donc il posait des questions très précises et il n'avait pas de réponse à ces questions. Les échanges étaient très tendus, puisqu'il se sentait un petit peu méprisé, et le promoteur, lui, considérait qu'il passait beaucoup de temps. La médiation a permis, encore une fois, de décristalliser, mais surtout de permettre aux deux parties de savoir comment elles allaient faire pour la suite. Parce qu'ils continuaient à être en relation. Donc, comment est-ce qu'on fait au moment de la pré-livraison et la livraison quand on est déjà très tendu? Et donc, c'est une médiation qui a eu lieu, mais en dehors d'une difficulté contractuelle, d'une difficulté financière, c'était vraiment la mise au point de la communication dans le cadre des TMA qui étaient sollicités par le client. Voilà la quatrième médiation ou le quatrième dossier que je voulais évoquer. Donc tout ça pour vous dire que dans le premier cas, on se rend bien compte que le processus de médiation peut s'adapter à la complexité, le cas du retard de livraison et du rescrit fiscal qu'on attendait. Le garde-corps jugé trop haut, il ne faut pas penser que la médiation est inutile quand vous avez déjà beaucoup discuté avec votre client. Parce qu'on discute dans un cadre différent, donc les relations sont différentes. Exactement, exactement. Donc ce n'est pas parce que vous avez l'impression d'avoir déjà tout dit, tout écrit et que ça marche pas qu'il faut refuser la médiation. Je pense que ce n'est pas un bon calcul. Le troisième point, il est intéressant. L'opération abandonnée suite à un refus, on voit bien que c'est à tous les stades qu'une médiation peut avoir lieu.
Et les échanges avec le client dans le cas des TMA, c'est bien, parce que ça permet d'arriver à ce que la suite de la relation puisse être un petit peu modélisée, je dirais, en disant si je vous demande ça, on va faire comme ça. Donc c'est quelque chose qui marche bien, et puisqu'il y a eu un accord là-dessus aussi. Voilà ce que je pouvais vous le dire sur la médiation de la consommation, vos obligations, Medimo Conso, comment ça se passe et les exemples concrets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, pour répondre à la question qui est dans le chat, effectivement, on le répète encore une fois, l'adhésion implique d'envoyer un tableur avec l'ensemble des sociétés SSCV, SCI, SNC et autres, donc toutes les sociétés de projet qui signent un acte... les contrats avec les consommateurs. Toute société de projet qui signe un contrat avec un acquéreur doit être référencée chez Medimo Conso, faute de quoi la médiation ne pourra pas être possible. Donc, mais le dossier sera refusé, voilà. Et pour défaut d'adhésion, et là c'est... Il faut expliquer ça au client. Ce qui serait vraiment dommage d'avoir un défaut d'adhésion quand la holding a adhéré et qu'on a oublié de transmettre. Donc ce qui implique aussi de remettre à jour très régulièrement pour les promoteurs la liste. Donc en fait, il faut se donner quasiment une obligation de remettre à jour la liste tous les 3 mois. On ne vous cache pas que sur ce sujet-là, on s'était demandé si on allait poser la question à la DGCCRF, mais on a reculé en se disant que vous étiez les mieux à même de juger de vos cadences de travail plutôt que l'administration. Oui, tout à fait. Alors, voilà, c'est vraiment, effectivement, pour répondre à la question, un élément extrêmement important. Écoutez, on a un petit peu passé l'heure, mais on a fait le tour. Et en plus, là, on était tous les deux. Un grand merci à tous nos intervenants. Merci beaucoup à tous. Merci à nos auditeurs. Passez une bonne journée et à très bientôt pour le prochain rendez-vous FPI Live, Bérangère. C'est ça. Avec le projet de loi de finances. Par exemple. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.